Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous parle en direct de la porte de la Mauricie dans la salle Lac-Pierre du côté de Yamachiche. Mon nom est Jacques Plante, je suis animateur, commentateur sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. On est en direct sur les ondes ce soir. Alors, les gens qui ne pouvaient pas se joindre à nous ici, de partout où ils sont sur le territoire, d'autant plus les gens qui sont de la circonscription de Berthier-Masquinongé, bien, ils peuvent suivre les discussions que nous aurons, parce que ce soir, vous le savez, c'est à la grandeur du Canada, il y a au moins une centaine de ces soirées qui sont organisées, et Berthier-Masquinongé n'est pas passé à côté. Nous aussi, on a notre bout à faire là-dedans, et on a des choses à entendre de la part de nos candidates et candidats. Je veux aussi mentionner que nos confrères de CTB TV et de CTRB TV sont avec nous aussi, tournent des images qui seront diffusées sur leur réseau. De l'information que j'avais, c'est en quelque part la semaine prochaine, messieurs. Hein, c'est ça, effectivement, on me fait un grand signe que oui. À la réalisation pour les ondes de CFNJ, ben, c'est M. Bellemare qui est là, Nicolas. Vous l'avez remarqué pour les gens en salle, c'est lui qui est mon patron ce soir, qui me fait des signes. Alors, vous avez l'occasion de voir un peu comment tout ça se déroule. Cette soirée de débat qui a été organisée par le comité de citoyens carboneutres de la MRC de Masquinongé, les comités vigilance hydrocarbures de Saint-Gabriel de Brandon, de Lavaltrie, ainsi que des îles. Important de vous mentionner que les candidates et candidats ne connaissent pas les questions que je vais leur poser tantôt. Alors, c'est du direct qui va être joué dans cette soirée. Je vous les présente par lettre alphabétique, question d'être équitable. Représentant le Parti conservateur du Canada, Mme Josée Bélanger. Bonsoir. Représentant le nouveau Parti démocratique, Mme Ruth-Hélène Brosseau. Représentant le Parti populaire du Canada, M. Luc Massé. Bonjour tout le monde. Représentant le Bloc québécois, M. Yves Perron. Bonsoir. Et représentant le Parti libéral du Canada, Mme Christine Poirier. Bonsoir. Vous avez remarqué que dans la disposition pour les gens en salle, qu'ils ne sont pas assis nécessairement de la façon dont je les ai présentés. Il y a eu, avant cette soirée, tirage en présence de soit les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes, avec les gens du comité organisateur, et l'ordre a été établi comme vous la voyez présentement. Et pendant toutes les questions ce soir, je vais m'adresser à un candidat ou une candidate en particulier, et vous allez remarquer qu'il va y avoir toujours, de question en question, une alternance, question d'être équitable. Ça vous va? On débute les hostilités. Non, pas vrai. D'abord, question de se présenter, chacun des candidats. Je les invite. Je vous donne 1 minute. Vous avez le chronomètre. C'est ma belle Amélie qui est là au chronomètre ce soir. C'est donc 1 minute, c'est 1 minute 30 la présentation. Excusez-moi, oui, c'est ça, tu as raison. Elle me rappelle déjà à l'ordre. On va y aller dans l'ordre de tirage qui a été établi, donc du Parti populaire du Canada. Monsieur Luc Massé, on vous écoute 1 minute et demie à partir de maintenant. Bonjour, j'aimerais en premier remercier les organisateurs de nous avoir invités. On n'a pas partout l'occasion d'être invités. Je remercie la région. Dans un premier temps, pour la présentation, je vais plus me présenter qui je suis. Je présenterai le parti au mot de la fin. Qui je suis? Moi, je suis natif de Trois-Rivières. J'ai fait mes études primaires, secondaires, collégiales à Trois-Rivières. Puis, je suis allé à Montréal faire un diplôme d'ingénieur civil. Par la suite, j'ai un certificat en administration à l'Université de Trois-Rivières. Puis, j'ai travaillé au niveau de la construction et plusieurs villes aux alentours, un peu partout, c'était contractuel. À partir des années 90, j'ai travaillé pour la commission scolaire Chemin du Roi. Au début, j'avais l'entretien des écoles juste de Trois-Rivières. Puis, à force de mixer des commissions scolaires, bien, j'ai eu toutes les écoles à m'occuper. J'étais coordonnateur. On partait de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu'à Masquinongé puis Saint-Justin au nord. Fait que je connais toutes les écoles, les petits défauts puis les bons côtés. Ce que ça donne que je suis un bon gestionnaire de projet.
J'ai une bonne pensée d'analyse. Je suis une personne assez autonome. Au niveau politique, je pensais à ça aujourd'hui. J'étais avec ma conjointe, puis je me suis rappelé que ma première campagne, j'avais fait ça, j'avais 10 ans. En 6e année, on avait élu un président d'école, et puis j'aidais le monsieur qui s'était présenté comme président. Le monsieur, c'était mon compagnon, tu sais, qui se présentait comme président. C'était ma première expérience politique. En conclusion, M. Massé? En conclusion, on continuera tantôt. Merci. Représentant le Parti libéral du Canada, c'est le timing, hein, c'est important d'être équitable pour tout le monde. Représentant le Parti libéral du Canada, Mme Christine Poirier. Merci, M. Plante. Merci aussi au Comité citoyen carboneutre et au Comité vigilance en hydrocarbures d'avoir organisé le débat. Et merci à vous tous de vous être déplacés ce soir. C'est extraordinaire de voir une salle aussi pleine. Moi, je m'appelle Christine Poirier. Je suis la candidate pour le Parti libéral du Canada dans Berthier-Masquinongé. Je suis une infirmière de formation. J'ai aussi un bac et une maîtrise en littérature québécoise. Pour moi, notre langue, notre culture, c'est extrêmement important. Notre environnement aussi, évidemment. Je me présente parce que je suis aussi une entrepreneur. J'ai démarré une entreprise de vêtements d'allaitement à la naissance de ma première fille et c'est ça qui m'a menée à la politique. J'ai découvert l'importance des politiques publiques dans nos vies, que ce soit les congés parentaux ou les ententes de libre-échange. Et j'ai été très offensée quand la ministre conservatrice de la condition féminine en 2012 a appuyé une motion qui était pour rouvrir le débat sur l'avortement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais m'engager en politique. Je m'étais présentée en 2015 dans une autre circonscription où je n'ai pas remporté, mais le Parti libéral du Canada m'a embauchée comme directrice des opérations pour l'ensemble de la province du Québec. Donc, dans les 3 dernières années là, à l'emploi du parti, j'ai organisé 4 élections partielles. On en a gagné 3 sur les 4. Et je suis très contente d'être ici avec vous ce soir, avec un bilan d'un gouvernement progressiste qui a fait ses preuves et avec une belle plateforme pour les années à venir que je vais vous présenter. Merci, Madame. Représentant le nouveau Parti démocratique, Madame Ruth-Hélène Brosseau. Merci beaucoup, M. Plante. Je suis vraiment, vraiment fébrile parce qu'on participe à quelque chose d'historique aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre participation. On est ici en grand nombre pour les gens qui nous écoutent à la radio. Je veux prendre un moment pour remercier le comité d'organisateurs En route vers la carboneutralité, MRC de Masquinongé, le comité contre les hydrocarbures, le CDC, la radio, CFNJ, merci. Cette élection est importante. Conclusion, Mme Brosseau? Non, excusez-moi. Mon Dieu, là, j'ai eu peur. Là. C'est comme à la Chambre des communes, Monsieur le Président. Oui. Mon Dieu. Cette élection est vraiment importante. Toutes les élections sont importantes. Mais avec le rapport du GIEC qui vient de sortir, nous savons que nous avons juste quelques années pour prendre des mesures audacieuses, révolutionnaires pour freiner le réchauffement de la planète. Ça prend une volonté politique, mais aussi le courage d'agir. Je suis vraiment fière du plateforme, notre offre, notre vision pour un avenir plus juste, plus équitable. On sait que l'économie et l'environnement vont de pair. C'était dit à maintes reprises par l'ancien gouvernement, mais je veux prendre un moment pour déplorer l'hypocrisie qu'on a vécue avec le dernier gouvernement libéral. Il y avait un jour à la Chambre des communes où on déclare l'urgence climatique. Le lendemain, nous sommes tous propriétaires d'un pipeline. Merci, Mme Brosseau. Oh. Merci. C'était bien de me baptiser président de la Chambre des communes parce qu'à la Chambre des communes, effectivement, le temps est très serré. Oui. Du Parti conservateur du Canada, maintenant, Mme Josée Bélanger. Ça fait 20 ans que j'enseigne la philosophie, ça fait 20 ans que j'en parle. J'ai 4000 étudiants à peu près qui peuvent en témoigner, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Au mois de mars dernier, j'ai écrit une lettre d'opinion dans le Nouvelliste. Je vous la résume. Le problème est criant, on le sait tous. On n'a plus le temps d'attendre pour des utopies irréalistes. Mais comment parler d'environnement sans avoir une espèce de posture moralisatrice? Tous les fronts doivent être sollicités, que ce soit les initiatives personnelles, les mouvements sociaux, les entreprises, les paliers de gouvernement du municipal à l'international. Et c'est une approche systémique qu'il faut avoir. Mais il faut surtout éviter que ça devienne un phénomène de mode. Il ne faut pas non plus instrumentaliser l'environnement, le sujet. Et il ne faut pas non plus, il me semble, faire une surenchère de qui est le plus vert ou non.
Il n'y a aucun parti ni aucune personne qui a un monopole de la vertu par rapport à ça. Moi, mon souhait, c'est qu'on évite la dichotomie stérile là, entre l'économie et l'écologie. Il faut que ça y aille ensemble. Il faut aussi, mon autre souhait, avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est complexe comme sujet et avoir la finesse émotive de dépasser là, le classement des bons, des mauvais. Alors, ce que je vous invite, nous, on a un plan de 55 mesures que je vais parler tantôt. Alors, il faut essayer de dépasser les perceptions puis aller voir concrètement ce que chacune des plateformes offre. Il me reste 5 secondes, alors à plus tard. Merci, madame. Et finalement, du Bloc québécois, M. Yves Perron. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre, d'abord. Merci aux organisateurs. J'ai une petite pensée pour tous les marcheurs aussi qui ont marché lors de la Marche pour le climat. L'urgence, elle est imminente et, dans le fond, comme citoyen, vous mettez la pression, vous nous organisez des débats, on fait des marches et c'est ce qu'il faut faire. Alors, rapidement, moi je suis un enseignant du secondaire, en prof d'histoire, formé en économie, administration également. Deuxième campagne électorale, président de mon parti également. Au Bloc québécois, on veut parler d'abord de souveraineté environnementale. C'est une des bases et ce sera un de nos principaux chevals de bataille, c'est-à-dire que tout ce qui va passer au Québec devrait être soumis d'abord au veto du Québec et aussi des institutions municipales. Parce que quand on parle d'environnement, là, c'est aussi l'aménagement du territoire. Et ça, vous pouvez compter sur nous pour se battre pour ça. On va vous lancer aussi une idée révolutionnaire de péréquation verte et on va arriver avec un projet de loi ferme de fixation de cibles de réduction de gaz à effet de serre obligatoire par loi, révisable aux 4 ans. Donc, ça va mettre la pression parce que c'est quand les politiciens parlent le plus d'environnement, des choses que les gens veulent entendre, mais c'est aux élections, justement. Donc, c'est pour ramener la pression continuellement. Et merci, on va poursuivre ça tantôt. Considérant que le Canada est le plus grand émetteur de GES par habitant de tous les pays industrialisés du G20, avec 22 tonnes par personne, soit près de 3 fois la moyenne des pays du G20. Question. Quels sont les éléments clés du plan d'action 2020-2030 que vous comptez mettre en œuvre pour faire en sorte que la circonscription de Berthier-Masquinongé contribue à ce que le Canada respecte ses engagements de réduire ses émissions de gaz à effet de serre? La première personne à répondre, M. Massé. 1 minute cette fois-ci. Vous avez 1 minute. M. Massé, 1 minute maintenant. Au Parti populaire, nous, on va se retirer de l'accord de Paris. Donc, il n'y a aucune cible qui va être atteinte. Nous, on ne croit pas à l'urgence climatique. Oui, on croit au changement climatique, mais on ne croit pas que c'est urgent. On croit qu'à force de crier au loup, un bon jour, quand il arrivera une vraie crise, le monde ne le croira pas. On croit qu'on joue avec le feu. À chaque fois que vous dites ça, puis qu'on dit ça va geler, ça va dégeler, tout ça, au bout du compte, on ne croit pas ça. Nous, on a une autre politique, on croit à la politique de l'eau. L'ONU a un plan de 13 objectifs pour 2030. Le climat, c'est un des objectifs. Il y a aussi la pauvreté dans le monde, la faim et l'eau. Nous, on a choisi l'eau. On croit que l'eau est aussi importante que le climat et on va mettre toutes nos énergies sur l'eau. C'est sûr que c'est le climat, s'il y a des choses qui s'inventent, puis tout, on va le suivre, c'est normal. La technologie, on va essayer de la pousser. La technologie verte, on croit à ça. Merci. Merci. Madame Bélanger. Le plan dont je vous parlais tantôt, il y a 3 axes. Le dernier axe, il s'appelle « Une lutte mondiale au changement climatique ». Je vous dirais, le cœur de tout ça, c'est vraiment de mettre des mesures incitatives pour développer des technologies vertes, que ce soit avec les chaires universitaires comme Laval, Sherbrooke, etc. Les entreprises aussi, on aimerait avoir des brevets verts et un saut éco-canadien qu'on pourrait exporter dans les autres pays aussi pour aider les autres pays parce que c'est une lutte mondiale, là, la lutte au changement climatique. On aimerait ça devenir les leaders justement des technologies vertes. Un exemple, ça peut être l'électrification des voitures avec tout ce que les batteries, etc. Donc, faire des recherches, avoir des brevets verts qu'on pourrait exporter pour aider les autres pays aussi à faire les changements et à faire la transition. Merci. Monsieur Perron, vous avez
60 secondes, enfin 1 minute à partir de maintenant. Merci. Alors, j'ai commencé à vous parler tantôt d'un projet de loi qui va obliger le gouvernement du Canada à fixer des cibles réelles, minimalement en concordance avec celles de Paris, sinon, pourquoi pas meilleures, et le forcer aussi par force de loi à répondre à cet objectif-là. Vous êtes tannés, on est tous tannés d'entendre des gouvernements parler d'environnement une fois ou 4 ans, puis finalement, après 2 ans, on dit « Ah, ben, finalement, on n'atteindra pas la cible. Ah, finalement, tiens, on va se retirer de cette entente-là parce que ça va nous coûter de l'argent. » Il est temps que ce soit obligatoire. Le principe du pollueur-payeur qu'on veut instaurer aussi avec notre idée de péréquation verte. On établit une moyenne canadienne d'émissions de gaz à effet de serre. Ceux qui polluent payent, ceux qui polluent moins reçoivent. C'est un encouragement à l'innovation plutôt que d'encourager les pollueurs. C'est pas long, 1 minute, mes amis. C'est pas long. Je ça. Merci. Je gagne ma vie avec ça, monsieur, en passant. Madame Brosseau. C'est vraiment une importante question. Dans ma présentation d'introduction, je voulais dire que nous, les pipelines, c'est non, non, non. Non pour le pipeline NRJS, puis on espère jamais voir leur jour du NRJS 2.0 ou un corridor énergétique. On veut mettre fin immédiatement aux subventions aux énergies fossiles. Présentement, le gouvernement, chaque année, il donne 1,6 million de dollars aux énergies fossiles. Nous, on va instaurer un bureau de responsabilité climatique qui va faire régulièrement la mise à jour de nos cibles, si on est capable de les atteindre ou non. Et juste pour être clair, j'adore l'idée de mon collègue M. Perron, mais à date, le Bloc n'a jamais été en mesure de faire adopter un projet de loi à la Chambre des communes. Nous, on a réussi à faire adopter au moins une dizaine. Donc, on a besoin d'avoir un gouvernement qui va prendre des mesures concrètes, audacieuses, pour freiner le réchauffement de la planète. Puis nous sommes capables de le faire si on travaille ensemble. Merci. Merci. Madame Poirier. Merci. Les Canadiens, les Canadiennes et les résidents de Berthier-Masquinongé reconnaissent l'urgence d'agir. Donc, le Parti libéral du Canada a un plan ambitieux pour lutter contre les changements climatiques. Ce plan-là, il se décline en plusieurs parties. D'abord, on a un objectif d'être carboneutre, d'avoir des émissions nettes de zéro d'ici 2050. Et pour l'atteindre, on va avoir donc fixé des cibles juridiquement contraignantes. Et le grand principe, c'est celui du pollueur-payeur. Donc, et inclus là-dedans sont les plus gros pollueurs, incluant l'industrie pétrolière et gazière. Donc, nos pollueurs vont payer. On a aussi, vous l'avez sûrement vu, il va y avoir l'interdiction des plastiques à usage unique et on va faire une transition vers une énergie propre en investissant massivement dans les transports en commun et dans toutes les énergies vertes. Merci. Les 2 prochaines questions, vous allez voir que ça va passer très rapidement. Les candidates et candidats, je vous demande comme réponse soit un oui ou un non. Avez-vous pris connaissance du plus récent rapport du GIEC? Le GIEC étant le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Madame Bélanger. Non. Monsieur Perron. Non, pas dans le détail. Madame Brosseau. Oui. Madame Poirier. Non. Monsieur Massé. Non. On a battu un record de temps. Considérant les recommandations du plus récent rapport du GIEC et de nombreux experts et scientifiques à travers le monde, considérez-vous que nous sommes en urgence climatique? Monsieur Perron. Absolument. Donc oui. Madame Brosseau. Oui. Madame Poirier. Oui. Monsieur Massé. Non. Madame Bélanger. Oui. Merci. Dans un contexte d'urgence climatique où le monde doit diminuer sa dépendance aux énergies d'origine fossile et dans un contexte de grande vulnérabilité de nos écosystèmes, quelle est votre position sur le soutien financier public qui permet le développement de projets d'exploration, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures d'origine fossile? On revient à une réponse d'1 minute. On entame le tout avec Mme Brosseau.
Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le précédent intervention, il faut mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. Puis il faut qu'on prenne cet argent pour le mettre dans un projet de transition juste, pour faire en sorte qu'on prend soin des travailleurs et des travailleuses. On ne veut pas laisser personne pour compte. Comme Jack Layton le disait, il faut se tenir debout. Il faut prendre soin les uns les autres. Il faut faire une transition. Puis je sais que les gens qui travaillent dans les salles bitumineuses en Alberta, on peut les reformer. On peut faire en sorte qu'on utilise leur expérience, leur expertise dans d'autres domaines d'énergie propre. Ça prend des actions concrètes. Il faut agir présentement le plus vite possible. Une autre chose qu'on doit investir, c'est les véhicules les véhicules électriques, mon Dieu, trop de café, pas assez de café, un des deux. Là. Je suis vraiment, vraiment fière parce que dans le MRC de Masquinongé, on a un projet... Merci, madame. Je suis vraiment pas bon avec le temps. Hein? On va me taper sur le doigt à la place. Madame Poirier. Oui, merci. Alors, c'est sûr qu'on est encore dépendant du pétrole. Malheureusement, on fonctionne pour la plupart avec des véhicules dans lesquels on met de l'essence. C'est important de faire une transition vers des véhicules à zéro émission. Et c'est pour ça qu'on a des crédits pour l'achat de véhicules à zéro émission et on a introduit des nouveaux aussi crédits pour ça. On a instauré, dans les dernières années, on a donné 30 millions de dollars pour former les travailleurs de l'industrie du charbon pour qu'ils puissent développer des nouvelles compétences pour trouver de nouveaux emplois ensuite. On va continuer comme ça à investir dans nos travailleurs pour une transition vers une économie plus verte qui est absolument nécessaire et urgente. Donc, on a aussi un programme pour, on va installer 5000 bornes de recharge pour les véhicules électriques à travers le pays pour qu'un Canadien puisse traverser l'ensemble du pays avec son véhicule électrique, ce qui n'est pas possible maintenant. Merci. Monsieur Massé. Pourriez-vous me répéter la question? Parce que ça fait 4 réponses différentes que j'entends, puis je ne sais pas si on répondu à la question, ça m'a mêlé. Quelle est votre position sur le soutien financier public qui permet on coupe le développement? Toutes les subventions, monsieur. Toutes les subventions à toutes les compagnies, notre parti, on enlève ça. Le BS corporatif, c'est fini. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et puis l'argent, bien, on va arrêter de la prendre dans vos poches. Par contre, s'il y a des universités qui ont besoin d'argent pour la recherche dans les projets verts, des technologies vertes, nous, on croit que ce n'est pas le privé qui doit recevoir l'argent. C'est nos étudiants à maîtrise ou au doctorat. Là, l'argent est tassé ailleurs. Ils disent qu'ils ne veulent pas de pétrole, mais ils donnent de l'argent aux pétrolières. Ça n'a pas de sens. Nous, le pipeline, la loi, c'est comme ça, on dit vous avez le droit de le faire. Mais avez-vous déjà vu au Québec un projet qui s'est fait sans subvention? Mais il n'y en aura pas de nous autres, en tout cas. Puis je ne pense pas que M. Legault en donne. Fait que le pipeline, je ne pense pas qu'on va l'avoir si vous nous l'élisez. Merci. Madame Bélanger. J'avais écouté un débat à Radio-Canada avec Catherine Perrin. Peut-on parler de pétrole calmement? Parce que c'est toujours la dichotomie, un petit peu les pôles production et consommation, l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient avant quoi? Au Québec, on n'en produit pas de pétrole, on est très vertueux. Par contre, on en consomme beaucoup, comme vous savez. Il y a combien de pays qui auraient ce rêve-là d'avoir une autonomie énergétique? Nous, on a le potentiel de l'avoir. Même Mme May était d'accord avec nous. Ce qu'on propose, c'est un corridor énergétique qui ne sera pas imposé à personne, qui ne sera pas subventionné non plus, mais c'est un corridor énergétique donnant-donnant pour le gaz naturel, pour l'hydroélectricité. Donc, on pourrait exporter notre hydroélectricité aussi d'un océan à l'autre. Alors, c'est ce qu'on propose. Comme je vous disais, pas subventionné. Puis, on s'assoit avec les provinces et avec les Premières Nations pour en discuter. Merci. Monsieur Perron. La fin complète, totale et finale de toute subvention aux énergies fossiles. Ça, c'est clair comme ça. De ce temps-ci, là, c'est 19 milliards qu'on met là-dedans. Le déficit du Canada, 19 milliards. Combien on a mis dans les sables bitumineux, dans l'énergie pétrolière? 19 milliards. Le calcul est rapide. Combien de cet argent-là provient du Québec? 4 milliards. Hey, avec 4 milliards, on peut faire beaucoup de choses. Mettre de l'argent dans nos centres de recherche, dans nos cégeps, dans nos universités, développer des technologies propres et vertes pour utiliser notre hydroélectricité que nous avons en abondance, créer un fonds de capital d'investissement patient afin que quand on a des Québécoises, des Québécois innovateurs qui ont des belles idées, de leur permettre de développer l'entreprise au Québec
et après ça, d'exporter ça puis de vendre ça plutôt que de les voir vendre leurs brevets. Alors, on a plein de belles choses à faire avec nos sous plutôt que de mettre ça dans les énergies fossiles. Il est temps de passer à autre chose. Merci beaucoup. Merci. Nombreux et nombreuses sont les Canadiens et Canadiennes qui savent que le Canada possède le plus long littoral au monde et que nous sommes actuellement témoins des répercussions du développement industriel et résidentiel ainsi que des changements climatiques sur ces ressources hydriques. Question. Quelles mesures le gouvernement fédéral peut-il mettre en œuvre pour collaborer avec les municipalités ainsi que les organismes du territoire afin de réduire les risques d'inondation qui se sont vus aggravés par le développement industriel et résidentiel? Pour partir de cette première réponse, toujours 1 minute, Madame Poirier. Oui, alors d'abord, on a une mesure très, très ambitieuse de protéger 25 de nos terres et de nos océans d'ici 2025 et 30 d'ici 2030. Donc, on a effectivement un grave problème. Dans les 6 dernières années, les inondations, les feux de forêt nous ont coûté plus cher que dans les 40 dernières années tout ensemble. Donc, nous, on croit que c'est mieux d'investir maintenant parce que ça nous coûte plus cher de ne pas agir que d'agir pour prévenir les problèmes. Donc, on va avoir une carte pour l'ensemble du pays de toutes les zones inondables pour que les Canadiens et les Canadiennes, les résidents de Berthier-Masquinongé, avant d'acheter une maison, sachent si elle est dans une zone inondable ou non. Pour les gens qui doivent manquer du travail, pour poser des sacs de sable autour de leur maison, pour protéger leurs récoltes parce que leurs champs sont inondés, on va avoir une assurance emploi en cas de catastrophe naturelle. Merci. Monsieur Massé. Nous, dans le fond, l'eau, c'est un de nos projets. Au niveau de l'eau, il faut quand même différencier ce qui est ville et ce qui est dans le secteur fédéral. Le fait les zones 15 ans, 20 ans pour les crues, les villes ont déjà ça existe déjà, pas obligé de réinventer puis payer des fonctionnaires pour faire ce qui existe déjà. Nous, il faut comprendre que lorsqu'on fait un développement, moi, sur mon côté ingénieur, je suis en génie civil. Lorsqu'on fait un développement et on met une digue, on va faire monter le niveau de l'eau dans ce coin-là. L'eau qui allait dans le champ, là, elle va aller à quelque part ailleurs. Fait qu'on fait juste déplacer le problème avec un autre propriétaire qui va recevoir l'eau quand vous mettez une digue. Moi, je crois qu'il faut arrêter de mettre des... alarmistes, c'est peut-être le mauvais mot, là, mais il faut mettre des hydrogéologues. C'est ça la science de l'eau. Puis aller voir les bassins versants. Les hydrogéologues vont aller voir les barrages, vont aller voir ça, puis nous trouver la cause. Arrêtez de dire que c'est juste la pluie. Peut-être que c'est une mauvaise gestion de nos bassins et des rivières, mais qui est responsable de la gestion du bassin du Saint-Laurent, qui est avec les États-Unis puis tout le monde? Il faut aller voir ça. Merci. Madame Bélanger. J'espère avoir bien compris la question. Là, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est gérer nos milieux humides, c'est-à-dire on va soutenir la finalisation du répertoire des milieux humides du Canada. C'est en fait 15 millions là, sur 3 ans. Aussi, on s'engage à réserver 17 de la superficie terrestre puis 10 des aires marines, c'est ça, comme l'avait fait le gouvernement conservateur précédemment. Alors, c'est bien faire les choses, la qualité des terres, la quantité des terres, bien évidemment, rétablir des consultations communautaires par rapport à ça. Et la dernière mesure, bien, c'est toujours la même un peu, c'est de soutenir et épauler les gouvernements de proximité. Donc, tout ce qui est les villes, les MRC, et évidemment, s'arrimer avec le provincial, avec tous les programmes provinciaux qui sont en lien avec ça. Monsieur Perron, vous avez également 60 secondes à partir de maintenant. Merci beaucoup. Tout d'abord, au niveau du littoral, évidemment, les crues plus importantes amènent une érosion des berges. Notre circonscription est particulièrement sévèrement touchée par ça. Il est grandement temps de rétablir les programmes d'aide parce que les voies navigables sont de juridiction fédérale. Puis les citoyens, quand ils voient 1 pied, 2 pieds de leur terrain partir à chaque année, j'ai rencontré des gens qui n'ont pas de plaisir dans leur vie, là. Donc ça, c'est une urgence. Au niveau des inondations, évidemment, on peut regarder aussi la gestion du niveau du fleuve. C'est un des événements, un des éléments. Mais au-delà de ça, venir en aide aux gens. Et il va y avoir une adaptation à faire au niveau de l'occupation du territoire. Il y a eu beaucoup de constructions en zone inondable. On est dans un cycle, on peut prendre des actions importantes, mais il y a des choses...
Ça fait longtemps qu'on en parle d'environnement. Hein. On était en 1990 à l'université, puis on parlait de développement durable. Là. On a attendu longtemps. Il va falloir s'adapter aussi au niveau de l'habitation. Il faut que les gouvernements viennent en aide à la population, entre autres, quand l'armée vient aider à mettre des sacs, c'est le fun qu'ils enlèvent. Madame Brosseau. Je suis complètement d'accord avec M. Perron. Quand je rencontre les municipalités, les gens qui vivent sur le lac Saint-Pierre, sur notre fleuve Saint-Laurent, ils sont victimes de l'érosion des berges. On a eu un désengagement du gouvernement fédéral depuis 1997. Il faut qu'on restaure des programmes pour les municipalités. On a besoin aussi de travailler avec des groupes comme Canards Illimité, nos chasseurs, nos pêcheurs, pour la cohabitation. Il faut trouver des solutions durables à long terme et c'est le rôle du gouvernement fédéral de travailler avec l'ensemble des acteurs sur le terrain. On est vraiment gâtés. Quand on regarde le comté de Berthier-Masconogie, c'est un des plus belles. On a des forêts, on a des lacs, on a des bassins versants, on a notre fleuve. Il faut que le gouvernement fédéral s'active, qu'il travaille avec le provincial, qu'il travaille avec les acteurs sur le terrain, parce que c'est nous qui connaissons les solutions. Merci, Mme Brosseau. Je suis intraitable. C'est dur! Pour la prochaine question, les gens ici en salle, vous voyez très bien les candidates et candidats identifiés à leur parti et vous comprendrez que pour le bénéfice des auditeurs de CFNJ, à la prochaine question, je vais à nouveau identifier chaque candidat par rapport aussi à son parti. Le lac Saint-Pierre, désigné par l'UNESCO comme réserve mondiale de la biosphère, et le fleuve Saint-Laurent subissent des pressions anthropiques importantes. On parle là de navigation commerciale et de plaisance, l'apport de contaminants par ses tributaires et le rejet des eaux usées et pluviales municipales, les espèces envahissantes ainsi que la présence d'obus. Question. Quelles actions votre gouvernement mettra-t-il en place afin de protéger et mettre en valeur le lac Saint-Pierre et le fleuve Saint-Laurent et redonner à la population un accès à ces milieux? Du Parti populaire du Canada, M. Luc Massé. Merci. Nous, au niveau de notre parti, le but, c'est qu'on veut redonner aux provinces ce qu'elles doivent faire, les responsabiliser, redonner aux villes ce qu'elles doivent faire et que nous, qu'on fasse ce qu'on doit faire. Un gouvernement, ça fait des lois. Puis là, on n'a pas l'air d'avoir des lois pour les villes lorsqu'ils dompent leurs fosses septiques à Montréal. Ils nous dompent ça, puis après ça, où c'est que ça l'arrête? Ça l'arrête aux îles de Berthier. Les autres font des tests là-bas, tout est beau. Les îles de Berthier et les îles de Sorel, c'est là que le poumon du fleuve commence. Fait que nous, dans le fond, on veut des réglementations plus sévères. Il va falloir qu'il y ait des amendes, ces provinces-là, s'ils ne nous écoutent pas. Je dis ça ici, mais il y a d'autres problèmes ailleurs. On a tout le Canada. Au niveau des bombes, bien, il est temps de mettre plus d'argent, puis d'aller voir, puis de faire enlever ces bombes-là. Un bon jour, il y aura du monde qui va mourir dans le lac Saint-Pierre en face de Pointe-du-Lac. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est plein de bombes. Là. Pendant des années, ils ont tiré des bombes dans le lac, puis les trois quarts, ils n'explosaient pas. Ils sont dans le fond de l'eau en train de rouiller. Fait que nous, ça, on veut le faire, l'arranger. La biodiversité... Merci, M. Masse. Représentant le Parti conservateur du Canada, Mme Josée Bélanger. Le Parti conservateur, on a fait une tournée qui s'appelait « À l'écoute des Québécois ». Pendant un an et demi de temps, on est allé à travers le Québec et une des choses qui est revenue en premier, c'est arrêter le déversement des eaux usées dans nos cours d'eau, travailler avec les provinces, les municipalités. Vous savez que Montréal a déversé 8 milliards de litres d'eau usée dans le fleuve, alors ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut essayer d'arrêter ça, puis travailler, comme je vous disais, avec les municipalités et les provinces. L'autre chose, le lac Saint-Pierre, effectivement, moi, j'ai fait mon lancement le 4 février et je savais tout de suite que c'était un enjeu. Donc, j'ai essayé de me renseigner le plus possible. On ne devient pas expert, par exemple, en quelques semaines, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait une cohabitation, que c'était le défi des activités puis des besoins économiques et phoniques en même temps. Agriculteurs, groupes de recherche, MRC, tous les intervenants. Il faut, je sais qu'il y a un rapport qui va être remis au ministère du Québec d'ici le 31 octobre, donc je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Puis il faut aider évidemment tous les organismes qui travaillent en environnement. Merci. Représentant le Bloc québécois, M. Yves Perron. La qualité de l'eau, c'est fondamental. Donc, il faut la protéger. Les déversements d'eau usée, effectivement, il faut trouver un moyen d'arrêter ça. Ça presse. Au niveau de la navigation,
Il y a de la réglementation qui peut se faire. On a parlé de la voie maritime, on a parlé du lac Saint-Pierre, mais je rencontre aussi beaucoup de gens des municipalités qui ont le désir de réglementer l'utilisation de leurs cours d'eau. À cause des différents paliers de juridiction puis des paperasses épouvantables, ça peut faire que ça peut prendre 4 ans avant d'arriver à faire une réglementation raisonnable. Je pense qu'il y a une amélioration importante à amener là. Les obus du lac Saint-Pierre, c'est un dossier qui traîne depuis de très nombreuses années, qui est absolument inacceptable. Est-ce qu'on va attendre qu'il y ait une embarcation de plaisance, comme ça a été mentionné tantôt, qui accroche le bout d'un obus? Je pense que ça ne nous tente pas personne. Donc ça, il faut que ça soit mis en priorité dans les prochaines années, mais je dirais même dans les prochains mois, là, dès le début du prochain gouvernement. J'ai parlé d'érosion tantôt, puis mon temps est fini. Merci. Représentant le nouveau Parti démocratique, Mme Ruth-Hélène Brosseau. Je veux dire que je suis complètement en accord avec Mme Bélanger et M. Perron. Je ne vais pas reparler de ce qu'ils ont annoncé comme proposition puis promesse, mais on se rappelle du Flushgate, hein, en 2015. Ça fait longtemps qu'on en parle. Faut s'assurer que le gouvernement fédéral et provincial mettent l'argent derrière pour s'assurer qu'on est capable de ne plus diverser les eaux usées dans nos cours d'eau, nos fleuves. Et je veux rappeler rapidement, parce que j'ai 30 secondes, en 2015, malgré qu'on avait un gouvernement majoritaire sous Harper, on était capable de passer une motion pour interdire les microbilles dans les produits cosmétiques. Maintenant, sous le gouvernement libéral, c'est finalement interdit. Donc, je peux vous dire, même si on est en opposition, avec un gouvernement majoritaire, on est capable de faire avancer certains projets. Puis je suis vraiment, vraiment fière du gouvernement, de notre parti, les néo-démocrates, qui était capable d'interdire. Ouais. Merci, Mme Brosseau. Interdire les microbilles. Représentant le Parti libéral du Canada, Mme Christine Poirier. Merci. Alors, le fleuve Saint-Laurent est une voie navigable, effectivement, où il y a beaucoup de circulation et on va investir pour que notre transport maritime soit plus propre. Donc, il y a trop de bateaux qui circulent avec de l'essence lourde et du diesel. Donc, on va investir dans les initiatives qui vont amener à avoir des énergies plus propres pour que nos ports soient les plus éco-responsables dans le monde. On a investi dans des milliers de projets pour les eaux usées, incluant des projets dans Berthier-Masquinongé, parce que le traitement des eaux usées, c'est extrêmement important. Et évidemment, on a un plan très ambitieux pour protéger notre patrimoine naturel. On va créer plutôt l'Agence canadienne de l'eau pour protéger notre eau douce. Et donc, ça va être en collaboration avec les municipalités, les peuples autochtones et les MRC de Berthier-Masquinongé. Merci, Madame. Fin du premier bloc. Alors, je vous rappelle, pour les gens qui sont branchés sur CFNJ 99.1, 88.9, on est en direct du côté de Yamachiche, aux portes de la Mauricie. Et cette thématique sur l'environnement va se poursuivre dans une quinzaine de minutes. On vous revient dans quelques instants. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoret, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.
Mallory, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Bien, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit « Est-ce que c'est normal? » Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Saint-Pierre, du côté de Yamachiche. Et je vous rappelle que la thématique, c'est le débat « L'environnement, parlons-en » dans Berthier-Maskinongé. On poursuit avec un deuxième segment. Les candidates et candidats, vous avez toujours 60 secondes pour répondre. La prochaine thématique, c'est la protection de la nature et la biodiversité. 87 % de la population canadienne reconnaît les bénéfices sur sa santé mentale et physique que lui procure du temps passé dans la nature. Or, nous accusons un retard en ce qui concerne nos engagements visant à protéger cette richesse, sans compter que nos parcs et aires protégées ne reçoivent pas le financement adéquat pour assurer la conservation de la biodiversité qui s'y trouve. La question « Que comptez-vous faire pour préserver et augmenter la qualité et la quantité des espaces naturels protégés et de la biodiversité » dans la circonscription de Berthier-Maskinongé. 60 secondes du Parti conservateur du Canada, Mme Josée Bélanger.
Nous, une des mesures qu'on veut faire, c'est rétablir et améliorer le financement des projets de conservation. Fait qu'en fait, on veut créer un nouveau fonds pour les projets communautaires visant à améliorer la faune. C'est 25 millions sur 5 ans. On veut aussi rétablir le comité consultatif sur la chasse et la pêche qui avait été aboli par les conservateurs. Puis, c'est ça, toujours travailler évidemment avec les organismes. Moi, dans mon bureau de comté, ce que j'aimerais, c'est attitrer une personne vraiment qui puisse travailler avec les organismes pour savoir tous les programmes et tout ça pour démêler tout ça et accompagner les organismes qui veulent travailler en ce sens-là. Puis je vous rappelle que le Parti conservateur, historiquement, c'est nous qui avons été les fondateurs des Parcs Canada, Banff et tous les autres. Donc, on est conservatiste, ça veut dire aussi conserver l'environnement et conserver le patrimoine. Merci. Représentant le Bloc québécois, M. Yves Perron. Alors, rebonsoir. Évidemment, question importante aussi de préserver nos sites de qualité et pourquoi pas en augmenter la quantité. La question du financement est très importante. C'est souvent sous-financé. On a des zones aussi, des sites de très grand intérêt qui sont en sous-investissement public. Je pense entre autres aux Chutes de Sainte-Ursule. C'est un parc municipal qui pourrait peut-être bénéficier de fonds provenant d'une autre source. Au niveau de la préservation de la biodiversité, on propose aussi des moyens pour éliminer les pesticides de néocotinoïdes, qui est tueur d'abeilles, entre guillemets, mais évidemment de façon progressive. Et ça va demander, ça fait plusieurs fois que j'en parle ce soir, mais encore une fois, de la recherche, du développement et de l'investissement intelligent dans les richesses d'avenir, dans nos centres de recherche. Ça, c'est très important aussi. Les obus du lac Saint-Pierre, le lac Saint-Pierre, c'en est un beau site, on l'a traité tantôt. Merci. Représentant le nouveau Parti démocratique, Mme Ruth-Hélène Brosseau. Je pense qu'il est temps d'inscrire le droit à un environnement sain dans notre loi. Une charte fédérale des droits environnementaux, ça va garantir que nos collectivités ont le droit à l'eau, une atmosphère et à des terres non polluées. Ça va être important de faire immédiatement. Je vais rappeler un petit peu notre initiative pour interdire les microbilles. Il faut aussi interdire les plastiques à usage unique. Je veux souligner le travail extraordinaire d'une entreprise pas loin de chez nous, Soleno, qui sont des leaders dans le développement durable. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire, puis j'espère que ce modèle peut se reproduire un petit peu partout à travers le Canada. Et aussi, nous, on veut assurer qu'on protège 30 % de nos terres, nos eaux douces et nos océans d'ici 2030. Il faut aussi accompagner nos producteurs. Ils font un travail extraordinaire, mais il faut s'assurer qu'on a une mesure pour protéger les biens et services écologiques. Il faut inciter les producteurs à peut-être changer leur culture. Merci. On a des exemples. Représentant le Parti libéral du Canada, Mme Christine Poirier. Oui, alors le Parti libéral du Canada a un plan ambitieux pour protéger l'environnement. On va protéger 25 % des terres et 25 % des océans du Canada d'ici 2025. Donc, nos efforts seront déployés en se fondant sur la science, sur les faits et en collaborant avec les municipalités, les autorités locales, les peuples autochtones. On a interdit l'usage des microbilles pour protéger nos océans et l'eau. C'est notre gouvernement qui a fait passer ce projet de loi. Et aussi, on va imposer des nouvelles normes et cibles pour les entreprises qui fabriquent des produits en plastique ou qui vendent des produits emballés dans du plastique. Le but, c'est d'assurer que les entreprises soient responsables de la collecte et du recyclage de leurs déchets de plastique. Donc, c'est très, très, très important qu'on protège nos réserves d'eau douce et on va continuer à le faire. Donc, évidemment, on a aussi des parcs nationaux extraordinaires et des mesures pour les faire découvrir parce qu'une des manières de s'assurer qu'on protège l'environnement, c'est de s'y intéresser, c'est de les visiter. Merci. Représentant le Parti populaire du Canada, M. Luc Massé. Nous, dans le fond, vous pouvez voir aussi ce qu'on écrit dans nos politiques, sont sur le web, tout est là. Notre parti, nous autres, c'est des lois qu'on veut faire voter, on ne veut pas juste proposer. Si on a le gouvernement puis on passe, on va pouvoir en faire voter. Donc, nous, on va investir dans des stratégies d'adaptation si des problèmes résultent de crises climatiques naturelles. On veut prioriser aussi la mise en œuvre de solutions pratiques. Et l'autre chose, on veut s'assurer que les communautés éloignées des Premières Nations aient droit de l'eau potable.
Notre parti est basé sur la responsabilité, la liberté, le respect et l'égalité. Donc, on va laisser aux villes ce qu'elles doivent avoir, mais par contre, pour les aider, parce que souvent, ils n'ont pas d'argent, nous, on élimine complètement la TPS. On va annuler tout l'argent qu'on donne à l'extérieur pour la garde d'eau Canada. L'argent, la province, ça la veut, vous ne paierez plus de TPS. Fait que si la province, elle veut monter sa TVQ, elle pourra la monter, nous, on vous la laisse. Faites ce que vous voulez avec. Notre budget est équilibré, puis on réussit à l'équilibrer sans TPS. Merci. Prochaine thématique, la pollution et les substances toxiques. Qu'il s'agisse de la réglementation sur le plomb dans l'essence, la restriction de l'utilisation de produits chimiques tels que le DDT et les substances appauvrissant la couche d'ozone, l'accord Canada-États-Unis sur les pluies acides ou encore l'abandon progressif de l'électricité produite à partir du charbon, ces mesures ont tous entraîné des impacts positifs majeurs sur la santé des Canadiennes et des Canadiens ainsi que sur notre environnement. Ces mesures ont d'ailleurs largement contribué à sauver des vies, à prévenir des maladies et à économiser des milliards de dollars en soins de santé. Question. Comment vous engagez-vous à mieux protéger la population canadienne contre les effets des substances toxiques sur la santé et l'environnement? Parole à M. Perron. Alors, j'ai l'impression que j'ai vendu un punch tantôt avec nos néocotinoïdes. Il y a une mesure à prendre là qui est très importante. Ensuite, toute mesure qui aura comme impact de nous éloigner de l'utilisation des énergies fossiles et de nous rapprocher de l'utilisation d'énergie électrique aura un impact direct sur la qualité de l'environnement, la qualité de l'air qu'on respire. C'est important aussi. J'ai parlé tantôt des laboratoires de recherche encore et des innovations environnementales. Il y a moyen aussi, avec un programme de rénovation verte, avec une loi zéro émission qui va forcer les constructeurs automobiles à vendre plus de voitures électriques. Ça s'est fait en Californie, ça fonctionne bien. Le principe de pollueur-payeur avec la péréquation verte. Donc, on a un paquet de choses à faire qui va améliorer la qualité de vie des gens. Voilà. Madame Brosseau. Donc, j'ai siégé sur le comité permanent de l'agriculture agroalimentaire, puis c'est là où on a eu des apiculteurs qui ont exprimé leur peur, leur tristesse suite au décès des abeilles à cause des néonicotinoïdes. On suit de proche la commission qui se fait à l'Assemblée nationale. Il faut comprendre que si on enlève un pesticide, 2 ou 3 autres vont embarquer. Donc, il faut travailler avec les producteurs, trouver des solutions durables et long terme. On a des cultures biologiques dans la Naudière. Je pense au Québec, dans la Naudière, on a le plus nombre de fermes biologiques. On est vraiment fiers, mais il faut aider les agriculteurs qui vont faire cette transition. Il faut aussi revoir des normes et des lois au Parlement, au gouvernement fédéral pour protéger les Canadiens contre les substances toxiques. On sait dans le maquillage, il y a un peu de n'importe quoi à l'intérieur. Il y a 1500 ingrédients qui sont encore dans les cosmétiques ici au Canada qui sont interdits en Europe. Ça prend l'urgence d'agir. Merci. Madame Poirier. Oui, alors au Parti libéral du Canada, on fait confiance à nos experts, à nos chercheurs, à nos scientifiques d'Agriculture Canada et de Santé Canada. Donc, on ne met pas des règlements ou des lois à la légère. Donc, évidemment que de protéger la population, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, pour mieux protéger les gens contre les toxines et les formes de pollution, on va renforcer la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Donc, on va rajouter, bonifier cette loi pour qu'on soit mieux protégé. Donc, on fait par rapport aux agriculteurs et aux pesticides. Nos agriculteurs, ils vivent sur leur ferme, ils mangent ce qu'ils produisent. Ils souhaitent évidemment, c'est à leur avantage et c'est à notre avantage à tous qu'ils utilisent les pesticides les moins dangereux. Hein, et puis, ils doivent protéger leur récolte. Donc, on collabore avec eux. Monsieur Massé. Oui, pour continuer sur les agriculteurs, moi, je comprends le problème des agriculteurs, c'est qu'ils n'ont pas le choix de prendre ces engrais et ces pesticides-là parce qu'il n'y en a pas d'autres sur le marché. Puis admettons qu'il en prendra un autre qui coûte plus cher, bien là, lui, il sera plus concurrentiel, puis à la longue, on va perdre.
Donc, nous, comme je le dis, on coupe toutes les subventions aux entreprises, mais on va forcer la recherche au niveau des universités. Je crois que la réponse est là. Il faut aller dans les écoles d'agriculture comme Saint-Hyacinthe, leur donner les budgets pour qu'ils en développent des nouveaux, faire des partenariats peut-être avec les chercheurs américains. Là, on parle au niveau canadien, on n'est pas dans une ville, donc on fait un partenariat avec les chercheurs américains. Il faut accélérer la réglementation. Les règlements, nous, c'est dans notre programme, baisser autant qu'on peut sans nuire à la sécurité du monde. Mais essayer de baisser la réglementation si un produit est bon, qui arrive plus vite dans les champs. Au niveau des... C'est sûr qu'il y a des mesures techniques, là, comme les fermiers, bien, ils ont des bassins de rétention pour essayer que ça n'aille pas dans nos rivières. Mais il en va quand même dans nos rivières. Tu sais. Veut pas, c'est pas bon pour les grenouilles et puis toute la biodiversité. Merci. On va travailler là-dessus. Madame Bélanger. Nous, l'idée, c'est de combattre la pollution atmosphérique, là, revoir et moderniser les normes, les règlements sur la qualité de l'air en se concentrant surtout sur les milieux urbains, là, parce que c'est là où il y a la plus grande pollution atmosphérique. Aussi, quelque chose qui traîne depuis un bout, c'est harmoniser les normes de recyclage entre les provinces. Fait que ça, c'est important. Puis de travailler avec l'industrie pour réduire justement l'emballage excessif et tout ça. Et oui, les agriculteurs souvent sont pointés pour différentes raisons parce que ça touche l'alimentation. Je pense qu'un agriculteur, quand ses terres puis quand ses bêtes vont bien, ils sont plus productifs, puis ils sont heureux. Donc, les agriculteurs, il faut aider l'agriculture et non sans pénaliser l'agriculteur. Fait que moi, je vais défendre ça bec et ongle. Il faut aider l'agriculture, mais arrêter de pointer les agriculteurs. Alors, on va les aider. Puis, encore une fois, je veux attitrer quelqu'un en agriculture à mon bureau de comté. Merci. Plusieurs pays dans le monde, ainsi que la ville de Montréal, ont banni le glyphosate en raison de ses impacts néfastes sur l'environnement. Et puisqu'il est considéré comme cancérigène probable par l'OMS, Santé Canada vient de reconduire l'autorisation de son utilisation. Quelle est la position de votre parti sur l'interdiction du glyphosate au Canada? Madame Brosseau. Donc, qu'est-ce qui arrive présentement? On a des compagnies comme Bayer, Monsanto qui vont préparer des rapports. Ils vont les déposer au gouvernement fédéral pour une évaluation. Puis souvent, on se base sur ces rapports-là. Il faut s'assurer qu'on investit plus, je vais être d'accord avec M. Massé, dans la recherche publique des universités pour s'assurer qu'on a une contre-expertise. Si on voit que des produits comme le glyphosate est interdit dans d'autres pays, pourquoi pas suivre la suite? Donc, ça prend une révision pour s'assurer qu'on est capable de bannir des produits qu'on sait qui sont toxiques pour la santé humaine. Je salue l'initiative de Montréal, mais encore une fois, je vais être d'accord avec José. Quand on enlève un pesticide, souvent, qu'est-ce qui arrive? 2 ou 3 autres embarquent. Donc, il faut favoriser peut-être d'autres types de rotation, la santé des sols vivants. Ça prend une stratégie pour l'agriculture agroalimentaire à long terme. On était le seul. Madame Poirier. Oui, alors, par rapport au glyphosate, je pense que c'est important de dire que nos agriculteurs doivent protéger leurs récoltes. Hein. Donc, faut les soutenir dans leurs projets agricoles. Et pour ça, c'est aussi extrêmement important de protéger la santé de tous les Canadiens, de tous les Canadiennes, des agriculteurs qui eux-mêmes manipulent les produits sur leurs champs. Donc, on a réinvesti massivement dans la recherche qui avait été coupée par le gouvernement conservateur précédent. Il y a 75 nouveaux chercheurs qui ont été embauchés et on a un centre de recherche pour les parasites et pour les combattre. Donc, on développe des nouveaux pesticides qui sont sécuritaires dans nos centres de recherche et spécifiques aux cultures. Donc, nous, on travaille avec la recherche et dès que Santé Canada va déterminer que le glyphosate n'est pas sain, on va l'interdire. Merci. Monsieur Massé. Ça, c'est un des produits. Moi, je peux vous dire, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je suis beaucoup autodidacte, puis j'ai suivi ça. Un des problèmes, c'est que les fermiers, ils ne suivent pas toujours le calendrier qu'ils ont pour mettre le produit. Fait que parfois, ils n'ont pas pu le mettre à la bonne journée, ils vont le mettre plus tard, puis quand que le produit va être sur le marché, il va en rester.
Donc, pour ça, il faudrait mettre des tests aléatoires pour s'assurer que les personnes mettent leurs produits chimiques dans leur champ. Je parle pour les cultures l'émission que j'avais vue, c'était des cultures dans l'Ouest, où il pouvait y avoir plusieurs applications dans une même récolte. Donc, c'était un des problèmes qu'il y avait. Moi, j'écoutais ça, dans le fond, il faut faire des tests aléatoires pour aller voir si la personne, lorsqu'elle vend son produit, s'assurer qu'il n'y en a plus pour les humains. Dans les champs, en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'autres produits aussi performants, de ce que j'ai compris. S'il y en a, puis qui sont produits à haute échelle, puis qui sont acceptés, bien moi, dans tout ce que j'ai lu ou écouté sur YouTube et les autres émissions, là, il n'y en a pas. Mais on travaille fort à le chercher, puis moi, je vais pousser la recherche. Comme j'ai dit, je crois beaucoup à la recherche, les doctorats universitaires. Là. Merci. Madame Bélanger. Bien, écoutez, je n'amènerai rien de trop nouveau par rapport à mes collègues. C'est sûr que là, pour l'instant, on va suivre la position de Santé Canada. Par contre, bien, c'est certain que, oui, je le sais ce qui se passe dans d'autres pays, tout ça. Donc, il faut vraiment essayer de voir avec les experts, avec les agriculteurs, comment, justement, on peut faire... aller plus loin là, dans ce dossier-là. C'est sûr, nous, ben, on est des technologies vertes. Hein, je vous en ai parlé tantôt, les chaires de recherche aussi. Fait qu'il faut juste être attentif à ce dossier-là et pousser plus loin, mais avec des experts du milieu. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Merci. On complète ce segment-ci avec M. Perron. Oui. Alors, nous, au Bloc québécois, on pense qu'il faut instaurer un principe de précaution écologique, être prudent. Est-ce qu'on est obligé d'attendre 10 ans puis de voir qu'il y a des impacts hyper négatifs avant de retirer un produit? Donc, on serait plutôt pour le retrait, évidemment, mais de façon intelligente. C'était mentionné tantôt, en accompagnement, quand c'est en utilisation, dans les productions, et ainsi de suite, en écoulement de stock. Il y a moyen de faire quelque chose de façon raisonnable. Toujours, on est une couple à ramener ça souvent, ça me fait plaisir, ramener la recherche et le développement, promotion des cultures biologiques. Ça, c'est important aussi, parce qu'il n'y en a pas là-dedans. Et quand on importe des produits, c'est beau réglementer ici, là, mais être beaucoup plus strict au niveau de la réciprocité des normes. Des fois, on réglemente, on interdit des produits ici, puis à côté, on importe de la scrap. Alors ça, c'est important aussi d'aller jouer là-dessus, parce que faut que nos producteurs, il faut que notre... parce qu'on on le mange pareil. Merci, hein? M. Perron. Ah, c'est le temps, j'ai oublié le temps. Pour enfin faire passer la santé avant l'économie, nous devons, entre autres, commencer par savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. Est-ce que je mange un aliment OGM ou rempli de glyphosate, d'antibiotiques, d'hormones ou autres produits? Question, vous engagez-vous à soutenir un projet de loi sur l'étiquetage alimentaire? Madame Poirier. Oui. D'ailleurs, oui, est-ce que c'est juste un oui ou non ou on développe? Vous avez 60 secondes, madame. Ça peut être 60 secondes de oui. Oui, bien sûr. On s'engage au gouvernement avec le Parti libéral du Canada dans le prochain gouvernement de renforcer toutes les règles sur l'étiquetage alimentaire pour qu'on sache mieux ce qui est dans notre assiette et ce qu'on mange. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très préoccupant et qui est primordial. Donc, il y a évidemment dans plein d'autres endroits dans le monde, ça se fait et on va s'inspirer là, de ce qui se fait ailleurs pour que vraiment on ait l'information qui est nécessaire pour faire des choix éclairés. Donc, la sécurité alimentaire est extrêmement importante. La santé des Canadiens est primordiale et puis il faut qu'on sache ce qu'on met dans notre assiette. Merci. Monsieur Massé, vous avez également 60 secondes à partir de maintenant. Nous, le parti n'a pas de politique là-dessus pour dire, mais ma position là-dessus, en autant que possible, moi, l'étiquetage, je suis d'accord avec ça. Mais il faut toujours faire attention lorsqu'on crée quelque chose aux effets collatéraux. Notamment, prenez comme un bœuf. Moi, je sais qu'il importe un moment donné, il y a des maternités pour bœuf aux États-Unis, puis ils les envoient au Canada pour les terminer. Puis après un certain temps, le bœuf, il est devenu canadien, comme d'autres choses. Puis l'organisme qui est là, il est devenu un bœuf canadien. Est-ce que dans l'étiquette, vous le savez que votre bœuf, il a été parti aux États-Unis avec les normes américaines, puis il est fini au Canada avec nos normes? Bien, ça, en ce moment, il n'y en a pas. Moi, personnellement, j'aimerais que ça soit marqué quand on a un bœuf qui a commencé à une place pour aller à l'autre. C'est des choses comme ça. C'est pas juste ce qu'il a mangé, le bœuf, c'est aussi d'où il provient. Merci. Merci. Madame Bélanger, 60 secondes à partir de maintenant.
On a eu un débat de l'UPA, puis ce thème-là, je l'ai ramené aussi. Écoutez, les agriculteurs, oui, l'étiquetage, évidemment, mais il faut faire attention. Il y a déjà des listes d'ingrédients, tout est correct. Il faut faire attention que ça devienne un petit peu... parce que le projet de loi qui avait été présenté, qui n'a pas été accepté, là, si je ne me trompe pas, c'était rendu que du fromage, c'était quasiment dangereux. Là. Fait que, mais du Coke Diète, c'est correct. Fait qu'il faut faire attention. Comme le guide alimentaire, la même chose aussi. Il y a quand même, les agriculteurs n'ont pas été consultés par rapport au guide alimentaire, ce qui me semble une aberration aussi. Fait qu'écoutez, les agriculteurs subissent beaucoup de pression de plusieurs groupes activistes, qu'on pourrait dire. Alors, il faut faire attention. L'étiquetage, il faut savoir, je suis d'accord avec la traçabilité. Est-ce que ça vient du Québec? Qu'est-ce qu'on mange et tout ça? Mais il faut quand même avoir les gens sont capables de décider là, si c'est bon ou non pour leur santé avec la liste d'ingrédients qu'il y a déjà. Merci. Monsieur Perron. Bon, évidemment, au Bloc québécois, on est en faveur d'un étiquetage clair et complet, incluant une identification des produits génétiquement modifiés. La liste complète des ingrédients devrait toujours faire partie. On est d'accord avec le principe de traçabilité, effectivement, et des fois, ça pourrait nous sauver des pépins quand il y a des maladies animales, et ainsi de suite. Là, je me faisais conter des histoires cet après-midi justement là-dessus. Je vais recouper un petit peu Mme Bélanger sur l'étiquetage de façon intelligente. J'ai un producteur laitier cette semaine qui se plaignait que, dans le fond, son lait au chocolat aurait été marqué d'un gros sigle rouge, méchant, mauvais, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes là-dedans, mais ça contient beaucoup de sucre. Donc, informer les gens avec clarté, donner l'information, ça ne veut pas dire non plus faire paniquer tout le monde. Il y a moyen de faire ça de façon intelligente en respectant nos producteurs, en identifiant aussi la valeur nutritive des produits dans l'équilibre de tout ça. Voilà. Merci. Bon, c'est la première fois que je ne prends pas mon temps. C'est bon. Madame Brosseau. Quoi à dire à ce sujet. Mais on avait déposé un projet de loi quand on avait un gouvernement majoritaire conservateur. Les conservateurs ont voté contre, les libéraux, oui. Le dernier Parlement, on a déposé un autre projet de loi pour l'étiquetage obligatoire des OGM. Cette fois-ci, les libéraux ont voté contre, puis je pense les conservateurs aussi. On ne va pas lâcher. Nous, je trouve que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui se retrouve dans notre nourriture. La transparence, c'est une priorité. Et pour ajouter sur la réciprocité des normes, parce qu'on a des normes sévères environnementales et sanitaires qu'on impose, puis c'est correct. Là. Au Canada, on a des aliments extraordinaires, mais qu'est-ce qu'on importe souvent, comme M. Perron a dit, c'est la cochonnerie. Donc, il faut faire un audit de Santé Canada pour faire en sorte qu'ils ont assez de financement, assez d'hommes et de femmes sur le terrain pour s'assurer qu'on est capable d'avoir un réel réciprocité des normes quand on négocie des accords commerciaux. Puis, on va éviter aussi la fraude alimentaire. C'est une grosse problématique au Canada. On se fait envoyer le poisson qui... Merci. Pour la prochaine question, à nouveau, question d'être juste pour les auditeurs de CFNJ. Je vais également identifier le candidat ou la candidate à son parti. Dans la MRC de Masquinongé, les principales émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports avec 49 %. Question, que proposez-vous pour développer et optimiser le transport collectif dans la circonscription de Berthier-Masquinongé? Du Parti populaire du Canada, M. Luc Massé. Nous, dans le fond, c'est toujours la même réponse, étant donné qu'on veut responsabiliser le monde et puis qu'on redonne l'argent vers les provinces. En ce moment, le fédéral collecte de l'argent dans vos poches, paye plein de fonctionnaires pour le gérer, puis à la fin, il en donne au monde. Nous, on va arrêter de prendre l'argent dans vos poches, puis on dit à la province, prenez-les, puis faites-les. Fait que là, ils ont plus d'argent parce qu'on vous l'a laissé l'argent. Puis vous aurez à décider quand vous allez voter, si vous avez trouvé au provincial, parce que nous, on respecte la charte qui a été faite au début de la charte canadienne. Là. Fait que c'est un peu ça. Dans le fond, on n'a pas à toucher à ça. C'est provincial et local. C'est un problème que le local sait. On va vous laisser l'argent pour pouvoir le faire. Merci. Représentant le Parti conservateur du Canada, Mme Josée Bélanger, 60 secondes à partir de maintenant. Bien, écoutez, ce qui me vient spontanément, c'est le train grande fréquence et non pas le train
Le train haute fréquence, là, parce que ça, c'est l'esthétienne, c'est M. Trudeau qui a dit ça 2-3 fois. Mais c'est le train, donc, grande fréquence qui, en fait, qui serait un bel élément. Vous savez que M. Lévesque, là, qui est du Parti conservateur de Trois-Rivières, c'est son cheval de bataille. Et moi, je pense que je suis la seule candidate et même notre député n'en avait pas parlé, mais moi, j'aimerais ça qu'il y ait une desserte dans Berthier-Masquinongé. Alors, je vous l'assure pas, mais évidemment, comme candidate, si je deviens députée, je vais lever la main puis je vais dire que ce serait le fun d'avoir une desserte et un arrêt dans Berthier-Masquinongé. Alors, je vais me battre pour ça, pour faciliter. Il y a sûrement aussi d'autres initiatives pour le transport en commun. Évidemment, je vais participer à tout ça, là, accompagner encore une fois les organismes. Et puis, si on peut aider pour le transport en commun, c'est sûr que je vais le faire. Merci. Représentant le Bloc québécois, M. Yves Perron. Alors, rebonsoir. Effectivement, la MRC de Masquinongé, la problématique, c'est qu'on est très rural. Donc, l'organisation du transport collectif est difficile. Il y en a qui existent. Il y a des gens qui vont au cégep en transport collectif à partir de nos campagnes. Il y a des organismes communautaires aussi qui offrent du transport aux gens dans le besoin. Et ces gens-là, dans les organismes communautaires, à chaque fois qu'on les rencontre, on apprend, qu'on se rend compte qu'ils sont sous-financés. Donc, c'est important d'augmenter le financement de ces organismes-là. Je suis tout à fait en accord avec Mme Bélanger pour une desserte du train à grande fréquence sur le territoire de Masquinongé. C'est une très bonne idée. Et ce qui me rassure ce soir, c'est qu'il y a plusieurs positions. Puis c'est arrivé, vous avez sûrement remarqué, il y a un paquet de personnes à la table en avant qui a dit « Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord ». J'espère que ça va paraître le 22 octobre, rendu dans la Chambre des communes, où tous les partis seront mélangés, puis ce sera le temps maintenant de collaborer à voter des choses intelligentes pour améliorer notre climat et notre environnement. Mais le transport collectif doit être plus disponible que ça et électrifié. Merci. Merde. Représentant le nouveau Parti démocratique, Mme Ruth-Hélène Brosseau. Je veux juste rectifier le tir. Ça fait depuis 8 ans que je travaille avec Robert Robin, puis on en parle du train à grande fréquence. Puis oui, évidemment, je suis pour un arrêt dans Berthier-Masquinongé, donc il faut que ça soit clair. Je suis vraiment fière du projet En route vers la carboneutralité dans le MRC de Masquinongé. C'est extraordinaire le travail qui s'est fait par Julie Lemieux, Karine Langlois, une mobilisation citoyenne, tout en travaillant avec les agriculteurs et les entreprises du milieu. Une bonne annonce. On va avoir 9 nouveaux bornes pour la recharge des véhicules électriques. C'est formidable. Je suis tellement fière des municipalités qui ont levé la main pour dire « j'embarque ». Oui, c'est financé en part par le provincial, mais les municipalités vont contribuer aussi. Ça va être bon pour le tourisme. Ça va encourager les gens d'acheter des chars électriques parce qu'on sait qu'il faut recharger ces chars-là. Donc, avec plus de bornes, on va avoir une meilleure chance. Le transport en commun. Juste dehors, dans le stationnement, les transports collectifs. Merci, donc, il faut l'utiliser. Représentant le Parti libéral du Canada, Mme Christine Poirier. Oui, alors moi, je suis très fière du bilan du gouvernement libéral en termes d'investissement dans le transport en commun. On a investi dans le transport en commun massivement. C'est sûr que ça ne peut pas se faire de la même manière dans Berthier-Masquinongé, qui est extrêmement rural par rapport aux villes, mais que ce soit le tramway à Québec ou le train léger à Ottawa, le gouvernement libéral a un excellent bilan en termes d'investissement dans les infrastructures vertes. Et on a des incitatifs, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, pour l'achat de véhicules à zéro émission. Et aussi, on va augmenter le crédit qui est déjà disponible aux véhicules zéro émission usagés. Donc, pour même les gens qui en achètent un de seconde main, qui puissent y avoir accès aussi. On va également investir pour qu'il y ait 5000 autobus scolaires qui puissent fonctionner en étant à zéro émission. Donc, ça, c'est quelque chose, évidemment, c'est à travers le pays, là, le 5000, c'est pas uniquement ici. Mais moi, si vous m'accordez votre confiance le 21 octobre, je vais travailler très fort pour que ça se rende jusqu'ici. Merci. Fin d'un autre bloc. Cette fois-ci, j'ai des questions venant du public, des questions générales, toujours sous la même thématique de l'environnement, mais des questions qui préoccupent les gens de votre circonscription. Êtes-vous en faveur du développement de projets de gaz naturel en tant qu'énergie de transition, tel que le projet Gazoduc de GNL Québec? Madame Bélanger. Bien, écoutez, nous, on l'a dit, je le répète, c'est un corridor énergétique. Alors, avec l'accord de la population, donc évidemment, on va travailler avec les provinces, avec les Premières Nations,
Dans le corridor énergétique, ça peut être du gaz naturel, de l'hydroélectricité, oui, du pétrole, mais ce ne sera pas subventionné. On veut asseoir tous les partenaires puis essayer de voir ensemble. Il faut que ce soit donnant-donnant pour tout le monde, d'est en ouest. Alors, c'est ça notre projet, nous, corridor énergétique, est-ouest, donnant-donnant pour tout le monde. Merci. Monsieur Perron, 60 secondes à partir de maintenant. Merci beaucoup. Donc, nous, on n'est pas favorable à ça d'emblée. Par contre, ce qu'on demande, c'est que tout projet, celui-là et tout autre projet qui soit soumis dans le futur, il faut que ce soit évalué de façon convenable. On a des organismes, on a le BAP au Québec. On lui fait confiance. On veut que ce soit évalué de façon convenable et pas par section. Le problème qui arrive souvent, c'est qu'on va analyser des bouts de projets, puis on ne les additionne pas ensemble. Il faut regarder la globalité d'un projet et son impact, entre autres, sur le transport, sur les belugas dans le fjord du Saguenay. On sait qu'il y aurait un impact important, puis la compagnie a reconnu que c'était impossible de ne pas y toucher. Donc, c'est important que ce soit bien évalué. Et avant qu'il me reste plus de temps, notre principe de base, c'est la souveraineté environnementale. Donc, c'est le Québec qui doit décider parce que ce qui passe par nous doit se décider chez nous. Merci. Madame Brosseau. Donc, non pour le projet Trans Mountain, non pour Énergie Est, non pour Énergie Est 2.0 ou corridor énergétique. Le projet de GNL, il faut que ça passe à travers le BAP. C'est un processus rigoureux. Puis si le BAP n'accepte pas le tel projet de GNL, c'est clair, on ne va jamais approuver un tel projet. Mais aussi, il faut en prendre en considération la réduction de gaz à effet de serre. Si la compagnie n'est pas capable de prouver qu'ils sont en lien avec les recommandations, réduction de gaz à effet de serre, avec le rapport du GIEC, encore une fois, non. Donc, il faut que tous les partis se prononcent sur ces pipelines, ces corridors énergétiques, parce que je pense, et tout le monde est d'accord, peut-être pas M. Massé, mais on est dans une crise climatique. Donc, pour les projets de cette envergure, il faut prendre des positions claires, puis ça va être au public de décider le 21 octobre. Merci. Madame Poirier. Mais je suis d'accord avec les interventions précédentes. Donc, c'est sûr que nous, on propose de renforcer la loi canadienne sur la protection de l'environnement pour qu'elle inclue nos cibles ambitieuses pour réduire notre émission là, de gaz à effet de serre d'ici 2050, puis c'est juridiquement contraignant. Donc, évidemment que donc, la loi va être renforcée pour tenir compte de ces nouvelles, de cette nouvelle réglementation qu'on met en place pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc, tout grand projet va être examiné avec une loupe encore plus rigoureuse qu'elle l'était auparavant. Et puis, tout grand projet doit également avoir une approbation de la population. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est une collaboration avec l'ensemble des paliers de gouvernement, comme mes collègues précédents l'ont mentionné. Merci. On va compléter avec M. Massé, 60 secondes, à partir de maintenant. Moi, j'ai géré beaucoup de projets dans ma vie, puis l'important, quand tu gères un projet, c'est la préparation. Au niveau de ces choses-là, puis les tuyaux, puis tout, c'est d'avoir des bonnes lois. Pour avoir les bonnes lois, c'est là qu'on va avoir besoin de vous autres. Parce que moi, je dis que c'est une chose de même lorsqu'il monte un projet, ça te prend un ingénieur, un biologiste, un avocat. L'ingénieur, il va vérifier dans la loi si les tuyaux et toutes les normes qu'ils mettent, ils ont de l'allure. Le biologiste, il va pouvoir nous dire est-ce que ça dérange. Puis l'avocat, bien, lui, il va s'assurer qu'il n'y a pas de coquille, qu'un entrepreneur va réussir à tout défaire. C'est un peu ça. Si tu es toujours dans la parade, là, tu ne peux pas préparer. À un moment donné, le party, puis toujours faire tous les festivals, sors de là, va préparer tes projets, puis après ça, ça roule tout seul. Moi, dans les écoles, là, tous mes projets ils ont bien été. Mais je savais où j'allais. J'allais chercher les bonnes personnes pour m'aider. C'est le même principe là-dedans. Si on attend que le tuyau soit là pour se plaindre, il est trop tard. Il faut travailler en ce moment. Faire des lois sévères. Comme on dit, si le BAP, c'est pas... Il faut vérifier si le BAP n'a pas été acheté par d'autres. Mais nous autres, de toute façon, comme je vous dis, on donne 0 subvention. J'ai hâte qu'ils passent le tuyau, pas de subvention. Moi. Merci. Afin de protéger les ressources en eau et d'assurer un accès continu à l'eau potable pour toute la population, question. Est-ce que votre gouvernement endossera un projet de loi interdisant la privatisation des services de traitement et d'assainissement de l'eau? Monsieur Perron.
C'est 30 secondes ou une minute? Là? 60 secondes, M. Perron. Je suis généreux. C'est endossé à 100 %. Je pense que l'eau est un bien public. C'est un grand danger. D'ailleurs, il faut la protéger aussi, notre eau, de toute transaction internationale dans les prochains traités. C'est une des inquiétudes, je crois, qu'il faut commencer à avoir. On est rendu qu'on pige dans notre gestion de l'offre. Les prochaines fois, ça va être, ben garde, on va aller chercher votre eau. Donc, c'est important que ce soit accessible. Le droit à l'eau, en fait. Vous savez que, dans le personnel un petit peu, là, mais j'ai des élèves là, qui ont travaillé sur le projet de zone bleue. Là. C'est le principe, là, pas de bouteille d'eau, et ainsi de suite. Mais également, là-dedans, le principe de base, c'est que tout le monde a le droit à avoir accès de l'eau gratuitement, de bonne qualité. Voilà. Merci. Madame Brosseau. Je suis 100% en accord avec M. Perron. Qu'est-ce que je trouve vraiment déplorable dans un pays si riche comme le Canada? On a encore des gens, des Autochtones, qui n'ont pas accès à l'eau potable. J'ai mon collègue Charlie Angus qui représente le comté de Timmins-James Bay. Il y a les histoires d'horreur, les enfants qui ne peuvent pas être lavés à la maison parce qu'ils commencent à avoir des brûlures sur leur peau. Si on est capable d'acheter un pipeline pour 5 milliards de dollars, je pense qu'on est capable de financer des projets d'eau potable dans les réserves autochtones. Si on parle de réconciliation, je sais que ça ne se fait pas le jour au lendemain, mais ça me fait mal au cœur, puis j'ai beaucoup de misère à croire qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Madame Poirier. Oui, alors j'aimerais dire que pour chaque dollar qui a été investi dans l'achat du pipeline Trans Mountain, il y en a 15 qui ont été investis dans des mesures environnementales. C'est 31 milliards de dollars qui ont été investis dans les 4 dernières années en mesures environnementales et le gouvernement libéral est le gouvernement qui a le plus investi dans l'environnement de tous les gouvernements de l'histoire canadienne. On a levé 81 avis d'ébullition d'eau dans les dernières années et on a également, là, j'ai pas le nombre de projets, mais sur les réserves autochtones, c'est énormément d'aqueducs là, qui ont été construits justement pour qu'ils aient un meilleur accès. C'est la réconciliation avec les peuples autochtones est une des grandes priorités du gouvernement libéral et du Parti libéral du Canada. On va créer l'Agence canadienne de l'eau pour s'assurer que tout le monde ait accès à de l'eau potable et qu'on préserve nos ressources naturelles extrêmement importantes. L'eau, c'est vital. Merci. Monsieur Massé. Votre question, c'est de savoir si on acceptait la sous-traitance. Est-ce que votre gouvernement endossera un projet de loi interdisant la privatisation des services de traitement et d'assainissement de l'eau? Nous, dans le fond, c'est basé sur la responsabilité et le respect. Il n'y a pas de problème à aller vers le privé. Moi, j'ai travaillé souvent, puis je peux vous dire, entre le public et le privé, là, souvent, c'est mieux le privé. Regardez la ville de Trois-Rivières, c'est public, là, puis il était sur le bord de domper encore dans le Saint-Maurice. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a été capable de se planifier qu'Hydro-Québec pour avoir une génératrice. C'était tellement con. T'sais, moi, je n'ai fait des projets à la commission scolaire. On a une génératrice permanente au cas où on manquerait de quoi, dans le centre administratif. Les autres ne sont même pas capables, les gestionnaires, se battre pour avoir de l'argent pour une génératrice, mais ils sont prêts à tout polluer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de responsabilité. S'il y avait dompé, qui était responsable? On ne l'aurait pas eu, il n'y a jamais personne. On va mettre des lois pour être responsable, nous autres. Il n'y aura pas de ça. C'est avec des lois qu'on parle. C'est pas en disant « fais attention ». Ils ne le font pas. Ils sont tous en train de vider. Nous, c'est le respect, responsabilité, liberté. Mais quand tu as la liberté, tu as les responsabilités avec, puis c'est ça qu'on va faire. Merci. Madame Bélanger. Bien, moi, ça va être relativement court. Écoutez, l'eau, c'est l'or bleu, hein, fait que c'est un bien très précieux. Fait que je suis en accord avec M. Perron, Mme Brosseau sur ce point-là. Puis écoutez, c'est peut-être un peu parallèle, mais Mme Brosseau parlait des peuples autochtones. Bien, dans notre plan, là, dont je vous ai parlé tantôt, dans nos mesures, on veut maintenir des relations harmonieuses, évidemment, là, comme tout le monde avec les Autochtones, mais on veut surtout apprendre de leur savoir puis intégrer leurs connaissances traditionnelles à justement la sauvegarde et tout ça, collaborer avec eux sur des projets pour justement atténuer des projets d'adaptation au changement climatique, etc. Donc, on veut vraiment travailler avec les communautés autochtones. Mais oui, l'eau, c'est l'or bleu de demain et d'aujourd'hui même. Merci. Considérant que les déchets nucléaires de Gentilly 1
sont la propriété du gouvernement fédéral? Quand, comment et par qui sera exécutée la gestion éco-responsable des déchets nucléaires et le démantèlement définitif de la centrale nucléaire de Gentilly 1, Mme Brosseau? Christy, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas, mais un enjeu que je sais qu'on doit agir, ça c'est super important, oui, mais les plastiques, puis nos déchets. Présentement, on a des centres de traitement, des centres d'enfouissement qui sont bien réglementés ici au Canada, mais on a aussi encore l'opportunité, c'est pas une opportunité, mais d'envoyer nos déchets à l'international. On est un pays riche qui envoie ça dans des pays moins nantis. On a vu ça avec les Philippines. Le gouvernement fédéral a interdit à ne pas signer un nouveau cadre pour s'assurer qu'on respecte nos accords internationaux. On est un pays riche, puis quand on a des déchets, il faut trouver des façons de prendre soin ici au Canada. Je ne sais pas comment répondre, honnêtement. Merci. Madame Poirier? Oui, alors c'est sûr que la centrale Gentilly 1 a été utilisée très, très, très peu de temps. Elle est là, elle attend, elle est à proximité de lieux urbains. Hein, Champlain est à 5 km de Gentilly 1 seulement. Donc, c'est plusieurs de nos communautés de gens où on habite qui sont très proches de cette centrale nucléaire-là qui est inutilisée. C'est inquiétant. Je comprends la préoccupation sur son démantèlement. Et évidemment, c'est du nucléaire. Moi, je ne suis pas une spécialiste de nucléaire et je m'en remets aux experts du gouvernement pour son démantèlement. Mais c'est sûr que c'est préoccupant et que la priorité, c'est la santé des gens. Et puis, on sait que les catastrophes nucléaires, ça ne touche pas seulement les gens autour, mais que ça a des impacts beaucoup plus larges, beaucoup plus grands et que ça doit être pris avec extrêmement de sérieux et d'attention. Donc, moi, je vais suivre le dossier de très près. Je vais m'y intéresser, évidemment. C'est quelque chose de majeur qui est à proximité de notre territoire. Monsieur Massé. Ben, je dois vous avouer que le nucléaire, je touche pas mal tous les sujets, mais le nucléaire, ça me dépasse. Au niveau à savoir, je savais qu'il y avait Gentilly 1, Gentilly 2, puis Gentilly 2, c'est Hydro-Québec qui le gère. C'est Énergie Atomique Canada qui avait Gentilly 1. J'en sais pas bien plus que ça. Comment ils réussissent à fermer une centrale nucléaire, je peux pas vous dire comment. Mais il y a une chose, je sais pas, pour ceux qui ont vu sur Netflix, pas Netflix, mais Super Écran, la série Tchernobyl, là. J'espère que c'est mieux géré que Tchernobyl, en tout cas. Merci. Madame Bélanger, 60 secondes à partir de maintenant. Ah, là, je peux prendre mon temps parce que ce ne sera pas très long parce que c'est un dossier assez pointu. Puis écoutez, je ne veux pas dire n'importe quoi, là. Puis en même temps, je sais que le problème ne s'arrête pas en traversant le pont, mais là, depuis février, j'essaie de me concentrer beaucoup sur les problématiques dans Berthier-Masquinongé. Fait que je ne veux pas dire n'importe quoi, là. Je suis un peu comme Mme Brosseau, là. Je le sais pas. Je vais faire du pouce, par exemple, sur ce que vous avez dit, les déchets de plastique. Nous, on veut interdire l'exportation de déchets de plastique, sauf s'il est démontré qu'ils sont recyclés à leur destination. Puis sinon, on va imposer des peines sévères pour les infractions. Fait que c'est dans la gestion des déchets, là, mais je sais que ce n'est pas les déchets nucléaires. Alors, je suis désolée, là, c'est tout ce que je peux dire. Monsieur Perron. Oui, alors, les centrales nucléaires, vous aurez compris qu'il n'y a pas personne qui est expert en énergie nucléaire ce soir. Par contre, vous savez que c'est un danger important, ça émet des radiations et ça peut être dangereux à moyen et long terme. Nous, ce qu'on va demander, c'est le plein financement, parce que ce sont des déchets qui appartiennent au fédéral. Le plein financement, puis que Québec puisse gérer ça. Hydro-Québec a de l'expertise là-dedans, c'était nommé Gentilly 2 tantôt. Ça, on peut le faire, mais ça prend l'argent. Et pour avoir l'argent, ça va prendre des guerriers qui s'en vont à Ottawa chercher l'argent. C'est ça. On a d'autres dépôts d'énergie nucléaire. Hein. Vous avez entendu parler de Chalk River, un dépôt qu'on veut faire près de la rivière des Outaouais et à moins d'1 kilomètre. Et on a bien peur qu'il se dégage de la radioactivité des matières radioactives dans le sol, dans l'eau, qui vont se rendre dans la rivière des Outaouais et donc dans l'approvisionnement d'eau d'une très grande majorité de Québécoises et de Québécois. Donc, vous pouvez compter sur nous aussi pour qu'on lutte contre ça. Et plein financement pour que ça soit géré par Québec. Voilà. Merci. Était bonne la question, hein? OK. Très. Pour vrai, oui.
De plus en plus de villes à travers le monde choisissent de réglementer afin de réduire l'utilisation des plastiques à usage unique. C'est le cas de la ville de Montréal et d'Halifax. Localement, la ville de Trois-Rivières a entamé cette réflexion en consultant sa population. Considérant la très courte durée d'utilisation de ces plastiques, le fait que les sacs, notamment, ne soient plus recyclés et que les impacts qu'ils peuvent avoir sur la biodiversité sont largement connus. Question, quelle est votre position quant à leur interdiction, Madame Poirier? Nous sommes en faveur de leur interdiction. On l'a annoncé. Donc, on va mettre fin à l'usage des plastiques, au plastique à usage unique. Donc, ça a été annoncé. Ça va prendre effet l'année prochaine. Donc, c'est quelque chose d'une mesure extrêmement importante. Donc, nous, ça donne suite à notre décision actuellement en vigueur d'interdire les produits contenant des microbilles de plastique qui menacent la santé de nos lacs, de nos océans et de notre faune. Donc, évidemment, c'est extrêmement important que nos espaces naturels ne soient pas pollués de plastique. D'ailleurs, on a investi des sommes majeures pour nettoyer nos océans qui vont aller créer comme des espèces de méga poubelles de plastique. Donc, moi, j'ai vu d'ailleurs, j'ai visité un organisme l'année dernière c'était en Floride, où il y avait des tortues qui étaient été prises dans des sacs de plastique. C'est vraiment terrible. Donc, c'est extrêmement important de nettoyer. Merci. Monsieur Massé? Au niveau des sacs de plastique, nous, dans le fond, c'est à vérifier si c'est de compétence fédérale. Si c'est de compétence fédérale, on fera une commission et on verra. Mais je vous dirais à première vue que ça me semble de compétence provinciale, la gestion des produits de plastique. Fait que nous, on va laisser à chaque communauté le droit. Comme je vous dis, c'est basé sur la responsabilité. Si une province... nous, on pense que le monde est assez adulte pour gérer au maximum leurs produits. Mais si jamais c'est de compétence fédérale, on va prendre nos responsabilités, puis on va faire une loi là-dessus après avoir discuté avec le monde. C'est toujours en discussion, nous. Merci. Merci. Madame Bélanger, 60 secondes à partir de maintenant. Comme j'ai mentionné tantôt, nous, c'est harmoniser les normes de recyclage entre les provinces, travailler avec l'industrie pour réduire l'emballage excessif. Aussi, je viens de le dire, mais je pense que ça vaut la peine, les fameux continents de plastique puis les déchets dans les pays là, qui deviennent des grosses poubelles, puis tout ça, des pays du tiers-monde, c'est ça. Nous, on veut interdire l'exportation des déchets de plastique, sauf s'il est démontré qu'ils sont recyclés à leur destination. Puis s'il y a des infractions, on veut des peines sévères aussi par rapport à ça. Donc, ça ressemble à nos propositions pour l'instant. Alors, c'est ce que j'ai à dire par rapport au plastique. Puis aussi, il y a toutes les énergies, les technologies. Si on peut changer puis essayer parce que le plastique, c'est très large. Il y a les sacs, il y a plein de choses dans le plastique. Donc, si on peut trouver, encore une fois, on revient avec nos brevets verts éco-canadiens. Puis si on a des technologies vertes qui nous permettent de remplacer le plastique, c'est génial. Puis on va financer ça dans toutes les chaires de recherche et les entreprises privées. Merci. Monsieur Perron. C'est embêtant de répondre le premier à une question, mais c'est tout aussi embêtant de répondre dans les derniers parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On est d'accord avec l'interdiction, évidemment, des plastiques à usage unique. Faut prendre des mesures aussi contre le suremballage. C'est assez ridicule, là, quand on achète des produits à l'épicerie, des fois, de se rendre compte que c'est emballé 3 puis 4 fois, un par-dessus l'autre. Procéder au nettoyage de nos cours d'eau, ça, c'est important aussi. Au niveau de l'exportation des déchets, je vais rejoindre Mme Bélanger. Donc, s'assurer que ce soit recyclé, effectivement. Et je vous ramène mon thème récurrent de la soirée, la recherche, le développement, l'investissement intelligent dans l'innovation, dans la technologie, dans nos centres de recherche, dans nos cerveaux. Les Québécoises et les Québécois sont des gens brillants qui ont plein d'idées. Est-ce qu'on peut permettre à ces gens-là de développer les technologies, les entreprises ici, plutôt que de vendre les brevets? Donc, travaillons pour l'avenir. Voilà. Merci. On complète avec Mme Brosseau. Oui. Interdire les plastiques à usage unique. Je veux souligner une entreprise extraordinaire à Yamachiche, Israël et Céline, qui ont une entreprise, une épicerie zéro déchet en vrac. Allez les encourager. Ils ont des produits locaux. C'est important d'encourager l'achat local. On a des productions extraordinaires sur le territoire de Berthier-Masquinongé. Il faut interdire aussi le suremballage. Ça me fait
chier. Pour vrai, quand on va à l'épicerie, puis on voit des bananes emballées multiples fois en plastique. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut l'interdire. Et je vais rappeler encore une fois l'action que nous avons prise sur les microbilles. Il y a des actions qui étaient faites, il faut le reconnaître, par le gouvernement libéral, mais il faut encore aller plus loin. Et si je peux parler, parce que je ne sais pas si j'aurai la chance de le faire, le gaspillage alimentaire, c'est un fléau. Ça fait des années que j'en parle à la Chambre des communes. J'étais la première à le faire en 2012. On gaspille des millions de dollars de nourriture par année. Il y a un coût énergétique à produire. Vous êtes obéissante, madame. Je vais maintenant vous parler du fleuve Saint-Laurent. D'ailleurs, Geneviève vient de distribuer de l'eau. Est-ce qu'elle est bonne? Parfait. Nous constatons que les modalités de gestion actuelles des débits du fleuve Saint-Laurent pour faciliter la navigation des navires de fort gabarit ont un impact négatif sur les problématiques d'érosion des rives. Question. Comment votre parti compte-t-il en atténuer les impacts dans sa politique de gestion du bassin hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent? On entame la séquence avec M. Massé. C'est un peu ce que je vous disais tantôt lorsqu'on parlait des berges. Puis je disais, dans le fond, quand qu'on augmente les bords des berges, le bassin se rétrécit, il y a plus d'eau. C'est le même principe au niveau des bateaux. Là, si on n'a pas d'oléoduc, c'est les gros bateaux pleins de pétrole qui se rendent à Montréal. C'est pas un problème simple, c'est un problème très difficile. Je suis conscient de ça. Puis il n'y a pas de solution à court terme, là. Les pétroliers vont passer puis ils montent. Comment qu'on peut ralentir ça? Bien, c'est ça, je te disais tantôt, c'est des bons hydrogéographes qu'il faut qu'ils viennent, qu'ils nous étudient ça, qu'on regarde la gestion des bassins. La gestion des bassins, c'est juste une entité ou plusieurs, les bassins qui contribuent au Saint-Laurent? Est-ce que c'est ça qu'il fallait regarder, les différentes lois? Comment que... Parce que ça part des Grands Lacs, ça, le fleuve Saint-Laurent. Puis comme je dis, c'est autant les États-Unis qui sont là-dedans avec nous autres. Fait que là-dessus, ça, on est prêt à faire un grand chantier de travail, nous. L'eau, là, c'est notre problème environnemental qu'on a identifié. L'eau potable, c'est 7 qu'on a de l'eau potable au Canada. Madame Bélanger. Là, je ne sais pas quoi dire. Là, c'est trop précis pour moi. Là. Puis la question, en fait, c'était... Comment votre parti compte-t-il en atténuer les impacts dans sa politique de gestion du bassin hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent? C'est sûr qu'on a quelque chose là-dessus. Là. C'est ça que je feuilletais dans mon plan, mais là, pour l'instant, je ne peux pas répondre. Désolé. Il n'y a aucun problème, madame. Monsieur Perron. La gestion du fleuve, il y a beaucoup de dynamique. Je sais parler plutôt de l'érosion des berges, de l'érosion des rives. Quand on rencontre des résidents, mettez-vous à leur place, qui voient quelques mètres de terrain disparaître année après année. Et c'est beaucoup d'angoisse. Je pense qu'il y a une responsabilité fédérale de venir en aide à ces gens-là avec des programmes précis. Ça fait, je crois, depuis 1997 qu'il n'y a plus rien là-dessus. Là. Ça n'a pas de sens. La gestion du fleuve aussi, le niveau de l'eau. Moi, j'ai plusieurs résidents. J'ai visité des gens, les inondations, puis tout ça, puis même après, qui me disent que le fleuve est plus haut qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Un petit peu en amont. Sauf, c'est à vérifier aussi. La vitesse des navires, cette juridiction fédérale, on va aller brasser ça. Il y a peut-être moyen de ralentir un peu. Les programmes d'aide, je vous en ai parlé. Les murs de soutènement, les travaux, c'est important. La problématique de l'inondation, bien, mieux on va gérer ça, plus ça sera facile. Alors voilà, et de mon temps fini. Merci, Mme Brosseau. Il faut avoir des fonds du fédéral en collaboration avec le provincial pour vraiment freiner puis arrêter l'érosion des berges. Ça fait longtemps que je travaille avec des municipalités comme Saint-Ignace-de-Loyola, Berthierville. J'étais là pendant les inondations de 2017 et encore là pour les inondations de 2019. Ces municipalités demandent l'argent pour des travaux nécessaires, des dommages qui étaient causés par le niveau de fleuve, l'augmentation, les inondations. Ça fait longtemps qu'on revendique l'argent. Présentement, on n'a pas eu encore, mais c'est quelque chose que je vais me battre pour. Quand je pense à Saint-Barthélemy, il y a un travail extraordinaire qui se fait avec les producteurs agricoles, l'UPA, Michel Daisy, Martin Caron, les canards illimités. Il faut travailler avec les producteurs pour avoir différents types de plantations, différentes rotations, s'assurer qu'on protège nos sols. Il y a des solutions. Il faut travailler avec les experts sur le terrain. Ils ont des solutions, mais il faut les mettre en œuvre. Puis ça prend un gouvernement fédéral. Madame Poirier. Oui, alors l'érosion
Des berges est un problème, là, un enjeu important dans Berthier et Masquinongé. Alors, c'est sûr que les changements climatiques affectent nos berges, affectent notre eau, mais aussi l'action humaine. Donc, c'est certain que quand ça touche le transport maritime, c'est Transport Canada. Donc, c'est à la jonction de Transport Canada et d'Environnement Canada. Et c'est vrai qu'on a un plan pour nos grands lacs. On va renforcer les mesures de protection des grands lacs, la plus grande réserve d'eau douce du monde et d'autres grands plans d'eau naturels comme le lac Winnipeg. Et dans ces mesures de protection, eh bien, c'est certain que toutes sortes de choses vont être envisagées en collaboration avec les acteurs locaux et les gens impactés. Et moi, comme si vous m'accordez votre confiance et que je deviens la porte-parole de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes, bien, je vais m'assurer que la vitesse des bateaux ici dans la région soit vraiment mise de l'avant auprès de Transport Canada et des normes. Merci. Fin de la période des questions. Merci de votre rigueur. On complète le dernier volet. Je donne une dernière fois la parole à tous les candidats. Vous avez 1 minute et demie. Vous n'êtes pas obligé de respecter strictement l'environnement. Vous pouvez en déborder, là. On ouvre ça pour la fin. Et l'ordre de présentation, ça a été fait par tirage. La première personne à vous adresser son dernier message, c'est Mme Brosseau. Merci. Merci tout le monde pour votre participation. Merci pour tout le monde qui nous écoute. Merci aux organisateurs. Merci aux candidats aussi. Hein. C'était des questions assez intéressantes. Je sais que j'ai grandi. Honnêtement, c'est un moment historique. Je suis vraiment, vraiment fière de participer à ce débat. Je peux vous dire, c'est un privilège, c'est un honneur de vous représenter à la Chambre des communes depuis 8 ans. J'ai appris beaucoup, j'ai grandi, j'ai gagné la confiance. Puis je peux vous dire que je suis une femme de cœur, une femme qui tient ses promesses. Je me suis battue à plusieurs reprises à la Chambre des communes pour faire avancer certaines causes, certains enjeux. J'espère que vous aurez la confiance encore en moi pour me retourner à la Chambre des communes parce que, encore une fois, toutes les élections, c'est important, mais cette élection est hyper importante parce que les experts nous disent on a juste quelques années pour agir. On a le courage d'agir. Je pense qu'on a le meilleur plan. C'est en travaillant ensemble qu'on va réussir à freiner le réchauffement de la planète. Il faut avoir une transition juste et équitable. Il faut s'assurer qu'on ne laisse personne pour compte. Et je sais, ensemble, avec une salle bondée, plein, puis j'imagine il y a plein de gens qui nous écoutent de chez eux ou dans l'auto électrique. Allez voter. Amenez vos amis. Amenez vos enfants s'ils ont 18 ans. Allez voter, c'est important. Merci. Merci, Mme Brosseau. Madame Bélanger, 1 minute 30 à partir de maintenant. Je vous avais parlé au début de la complexité de l'environnement. Écoutez, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, là. Les déchets électroniques, c'est un fléau. Même le virtuel qu'on louange ses travers, hein, les centres de données qui sont très énergivores, l'obsolescence programmée, la nanotoxicité qu'on entend moins parler, mais qui fait des ravages aussi, les avions, les déchets de restauration rapide, le gaspillage alimentaire, le textile aussi, toute l'industrie du textile, la climatisation aussi, la surconsommation en général. Bref, moi, je vous dirais, c'est dans la vingtaine, parce que j'ai 49 ans, c'est dans les années 90, c'est M. Brian Mulroney, en fait, qui a fait en sorte que je suis devenue conservatrice. C'est lui qui avait amené la loi de la protection sur l'environnement, c'est lui qui avait amené... Moi, j'étais toute surprise, les pluies acides, je ne connaissais pas ça. Donc, on a une tradition quand même. Nous, c'est de mettre en phase nos préoccupations puis nos aspirations environnementales avec quand même nos désirs très concrets de bien-être. Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment l'approche du pas à pas, du pragmatisme. Comme j'ai dit au début, les utopies irréalistes, on n'a plus le temps de tout ça. Donc, il faut passer à l'action avec des petits pas, mais concrets. Alors, je vous invite à lire notre plan. C'est 55 mesures. Puis, c'est ça. Moi, j'aimerais ça être votre député, mais écoutez, la population décidera. Puis, comme Mme Brosseau dit, l'important, c'est d'aller voter. Alors, c'est ce que je vous demande de faire. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Perron.
Oui. Alors, d'abord, merci encore une fois à la foule nombreuse, aux auditeurs, aux organisateurs pour cet événement historique. C'est quand même 100 débats qui se tiennent partout au pays en même temps. Alors, ça, c'est bien. Au Bloc québécois, on vous propose la base de la souveraineté environnementale, la décentralisation et la défense de nos intérêts toujours constante. C'est important. Qui sait qu'est-ce que ça prend dans la municipalité de Masquinongé comme mesure? Ce sont les gens de Masquinongé, à commencer par les élus municipaux et les citoyens. Donc, il faut vraiment récupérer cette autonomie-là. Depuis 2011, le Québec est affaibli à Ottawa. Les transferts en santé ont été diminués. On a perdu des trucs dans la gestion de l'offre. On donne des subventions à Terre-Neuve. On lance des grandes constructions. On n'a rien pour nous autres. Dans la dernière législature, on a demandé d'être exclu du multiculturalisme. Ça a été battu. Connaissance du français pour que les gens habitent ici, ça a été refusé. C'est important. Le rapport d'impôt unique, on a des dossiers à traiter, là. Rapport d'impôt unique, laïcité, le fameux corridor énergétique en anglais, ça s'appelle le pipeline, ça a l'air. Donc ça, c'est important. Ça prend des gens d'ici. Nous, ce qu'on vous propose, là, des gens d'ici qui se lèvent toujours debout puis qui vont défendre les électeurs locaux sans compromis. Jamais aucun. Vous pouvez compter sur nous. Puis si jamais il y a des Sénats et des organismes qui essayent de bloquer nos projets de loi, regardez-nous bien aller, on va se mobiliser avec vous. Merci, M. Perron. Monsieur Massé. Premièrement, je tiens à vous remercier. Dites-vous que vous êtes les personnes, dans le fond, vous venez ici aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'au-delà de 125 000 personnes dans notre comté, puis vous avez accepté de vous déplacer pour venir ici. Je ne sais pas si on a été intéressant ou pas, c'est vous qui le savez, mais moi, je suis très heureux de vous voir. Peu importe que vous soyez d'accord avec moi, quand du monde se mobilise, vous avez vos valeurs à vous, j'ai exprimé mes valeurs, puis la politique, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de politique. Quand tout le monde est d'accord, la politique, ça existe parce que vous avez une valeur, j'ai une valeur, on rencontre d'autres mondes, puis on se discute. Moi, si vous votez pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne crois pas que c'est aux communes, le spectacle à la TV, qui est la vraie game. La game est d'un corridor qu'il faut que tu t'entendes avec le monde. Si tu es capable de parler avec tout le monde, faire des liens, on crée des liens, puis lorsque je vais présenter mon projet, je vais faire de la politique, on va faire des échanges. Mais moi, je vais échanger pour qu'on soit gagnant. Depuis 8 ans, là, notre comté régresse. Moi, j'ai 4 enfants. Aucun de mes enfants était capable de travailler dans le comté parce qu'il y avait des meilleures conditions dans d'autres comtés. Oui, il y a de la job ici. Mais comment ça se fait que mes enfants travaillent ailleurs? Puis j'en ai eu 4. Ils n'ont pas été capables de trouver ici. Puis j'ai plein de monde comme ça, là. Il faut avoir des jobs de qualité ici. La révolution verte, elle s'en vient, mais il faut travailler pour qu'elle vienne ici. Puis comment qu'on fait ça? Il faut aller dans un corridor, il faut aller voir le monde, là. C'est pas en faisant des spectacles puis en parlant dans le vide. On travaille, on va en avant de la parade. Quand tu es dans le bois, là, tu ne vois pas. Faut que tu sais au-dessus, tu vois, puis tu cibles, puis tu y vas. Ça, c'est ma manière de travailler. Merci, monsieur. Merci. Madame Poirier. Merci encore à tous les organisateurs, à tous ceux qui se sont déplacés ce soir et à tous ceux qui nous écoutent en ondes. La semaine dernière, ma fille Cécile, qui a 12 ans, est allée marcher dans les rues de Montréal pour la Marche pour le climat et elle était très fière que son premier ministre, Justin Trudeau, était là avec elle à marcher dans la rue. Je suis très, très fière du bilan du gouvernement libéral du Canada. On a sorti 300 000 enfants de la pauvreté avec l'allocation canadienne pour les enfants et 900 000 Canadiens ont été sortis de la pauvreté au total. La semaine dernière, j'étais devant une épicerie et puis il y a un père de famille qui est venu me voir et qui m'a dit que sans l'allocation canadienne pour les enfants, il n'aurait pas pu inscrire ses fils au hockey. Et puis c'est pour des choses comme... C'est pour ça que je m'engage, c'est pour faire une différence concrète dans la vie des gens. Je suis fière de faire partie d'être dans un parti qui défend le droit des femmes de choisir. Je suis fière d'être dans un parti qui met de l'avant une politique une politique économique qui va profiter à tous et puis qui laisse personne derrière. Puis quand on est fier, on ne revient pas en arrière. Le 21 octobre, moi, je choisis d'avancer avec Justin Trudeau. Puis je vous invite à faire la même chose. Merci. Je vais demander à nos candidates et candidats de ne pas bouger pour l'instant. Geneviève va vous remettre des documents. Il s'agit d'une part de la page couverture du rapport du GIEC 2018
des documents de la campagne Gaz jurassique de la Fondation Coule pas chez nous sur les mythes et réalités reliés au gaz naturel, de la dernière édition du journal du regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec, de la déclaration d'urgence climatique, du bilan environnemental de la MRC de Masquinongé et du pacte pour la transition. Bonne lecture. Ça a été un plaisir de refaire ce débat ce soir. Moi, je sais que vous en avez beaucoup derrière la cravate. Moi, c'était mon 3e ce soir. On ne lâche pas jusqu'au 21. Mesdames, messieurs, merci du grand respect que vous avez eu. Même chose pour vous en salle. Ça a été génial, très plaisant que de travailler avec vous. Je vous souhaite de tout cœur un bon restant de campagne. Merci.